Ils seront 9 visiteurs du soir. Ce soir, 4 sont déjà là. L'émission commence juste après le rappel des titres. Isabelle Piboulot. Accident mortel à Villeneuve-d'Ascq ce matin. 4 personnes ont été tuées, dont 3 jeunes policiers. 2 passagers ont été grièvement blessés dans une collision entre un véhicule de police et une voiture. Les premiers éléments confortent l'hypothèse d'un choc frontal. Gérald Darmanin se rendra dans le commissariat de Roubaix demain matin où travaillaient les 3 fonctionnaires. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. C'est une première pour un président français. À l'issue du sommet du G7 au Japon, Emmanuel Macron s'est rendu en Mongolie où il a promu un partenariat axé sur l'énergie. Une visite symbolique dans ce pays enclavé entre la Chine et la Russie. Emmanuel Macron a partagé à son homologue mongol sa détermination à soutenir l'Ukraine. La France multiplie les efforts pour parler aux pays qui n'ont pas clairement condamné l'invasion russe. Dans l'Indre, les participants au Technival prennent la route. Il n'était plus qu'environ 15 000 sur le site dans l'après-midi. La préfecture s'attend tout de même à voir l'événement se prolonger jusqu'à demain matin. Pour son 30e anniversaire, le rassemblement, qui était interdit par les autorités, a dépassé la barre des 30 000 personnes la nuit dernière. Bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. C'est la fin de la semaine, il est 22h, l'heure où l'on peut tous dire et se poser toutes les questions qu'on ne se pose pas ailleurs. Les jeux vidéo, par exemple, vont-ils devenir une discipline olympique ? Le CIO y songe. Il organise du 22 au 25 juin à Singapour les Olympic eSport Series, dont la prochaine édition pourrait bien se tenir à Paris en 2024 en marge des Jeux Olympiques. L'e-sport rassemble en effet tout un public jeune et brasse des fortunes. La question, c'est est-ce que c'est vraiment un sport ? On en débattra à 22h20 avec Laurent Fellouz, qui est avocat spécialisé dans le droit du sport, avec Philippe Rodier, qui est le manager d'Athletech, un club d'e-sport professionnel et l'auteur de Jouer sérieux, le phénomène e-sport raconté par les gamers. Fernand Lopez, le grand entraîneur de MMA, sera également présent. On reviendra ensuite sur l'usage des drones par les forces de l'ordre. La loi les autorise depuis un mois à s'en servir, mais un recours a été déposé devant le Conseil d'État par Jean-Baptiste Souffron au nom de l'Association de défense des libertés constitutionnelles. Il nous rejoindra à 23h et se retrouvera face à Virginie Bensoussan-Brûlé, avocate elle aussi, l'auteur de Failles de sécurité et violation de données personnelles, qui estime au contraire que la nouvelle réglementation ne porte pas atteinte à nos droits et libertés fondamentales. Il y aura également Philippe Cholous, ex-colonel de gendarmerie, spécialiste du maintien de l'ordre. Enfin, on terminera l'émission avec Driss Ghali, qui vient de publier une contre-histoire de la colonisation française, un livre politique qu'il veut un antidote contre la désinformation et la pensée unique. Je le cite. Face à lui, l'historien Gilles Manceron, à qui l'on doit de nombreux livres sur la colonisation. Et l'on commence tout de suite avec Sergueï Gouriev. Vous êtes le directeur de la formation et de la recherche de Sciences Po et vous avez fui la Russie il y a 10 ans. Et vous venez de publier Spin Dictators, j'allais le faire évidemment, avec un célèbre professeur de l'Université de Californie. Et alors, qui sont-ils ces Spin Dictators et pourquoi les appelez-vous comme ça ? Merci beaucoup de m'inviter. C'est vraiment les Spin Dictators. Et on a essayé de trouver le nom en français. C'était très difficile parce qu'en anglais, ça existe Spin Doctors, comme vous avez évoqué. C'est ça. Spin Doctors, c'est les conseillers en politique qui donnent les récits, donnent les narratifs, aident les hommes et femmes politiques. Le storytelling. Storytelling, c'est ça. C'est aussi mon anglais, quoi. Donc, et on a montré dans notre livre que la majorité des leaders non démocratiques aujourd'hui, les autocrates, les dictatures, c'est maintenant ces spin dictators, dictatures de la manipulation, dictatures de l'image, et pas vraiment dictatures de violence ouverte. Et donc, on distingue les dictatures de la peur et dictature de la spin, dictature de la manipulation. Et donc, c'est spin dictators. Parmi eux, vous mettez Vladimir Poutine, vous mettez évidemment Recep Tayyip Erdogan, vous mettez aussi Fujimori, qui était le président du Pérou, vous mettez Orban. Vous en mettez beaucoup, hein. Ils ont l'air très différents. Alors justement, la question qu'on se pose, et c'est l'objet de votre livre, c'est en quoi c'est un nouveau visage de la tyrannie. Quelle différence y existe-t-il entre ces dictateurs-là
ces spin dictators, et les dictateurs du XXe siècle, qui eux faisaient plus peur. C'est ça. C'est la différence, c'est la violence, peur ouverte, répression ouverte ou répression masquée, cachée, censure postmoderniste, cachée aussi, propagande différente. Ils massacrent moins leurs opposants. Ils massacrent moins, ils cachent les massacres aussi. Parfois, il y a des prisonniers politiques, mais les prisonniers politiques, les opposants, ils sont en prison pour les raisons non politiques. Par exemple, en Turquie aujourd'hui, il y a Selahattin Demirtas, le politicien, homme politique, leader du parti kurde, qui est en prison pendant 7 ans pour les raisons qui ne sont pas liées au fait qu'il est une vraie menace pour Erdogan, parce que c'est un vrai homme politique opposant. Les mêmes choses en Russie, où le leader de l'opposition russe, Alexei Navalny, était maintenant en prison, mais il a été arrêté, persécuté depuis 2013 par les raisons non politiques, en fait. Oui, et ils l'ont arrêté parce qu'il revenait dans le pays. Ouais, c'est ça. S'il était resté dehors, ils étaient contents de s'en débarrasser d'une certaine manière. Parfois, Vladimir Poutine utilise l'empoisonnement. C'est aussi un outil très moderne parce que c'est un outil caché pour tuer quelqu'un sans, en fait, donner l'impression que c'est moi. Donc, l'idée, c'est pour donner l'idée que moi, je suis démocrate. Et c'est l'idée des spin dictators, des dictatures de la manipulation, c'est pour faire semblant d'être démocrate. Vous dites quelque chose de très intéressant en parlant des... Les dictateurs du XXe siècle censuraient toute critique pour ne pas avoir l'air faible. Ceux d'aujourd'hui s'en abstiennent pour avoir l'air fort. Au fond, il y a beaucoup moins de censure aujourd'hui chez les spin dictators qu'il y en avait chez les dictateurs du XXe siècle. C'est ça. Et c'est ça. En Union soviétique, par exemple, je suis né en Union soviétique. Là, on a eu le département de la censure. Glavlit. On parle de ce ministère de la vérité, comme Orwell l'a dit. Là, maintenant, la constitution russe, en fait, interdit la censure. La censure est cachée. La censure est vraiment, vraiment dissimulée. Et donc, les citoyens russes ne connaissent pas que l'information est censurée, parce que l'information sur la censure est également censurée. Et vous dites également que les dictateurs d'aujourd'hui, au fond, n'ont pas d'idéologie. C'est ça. C'est ça. Quand vous vous souvenez les grandes idéologies du XXe siècle, nazisme, bolchevisme, c'est complètement différent que l'idéologie de Viktor Orban, qui est idéologie conservatrice, plutôt antilibérale, mais même, ce n'est pas une vraie idéologie. C'est vraiment juste une idée que moi, je suis compétent, moi, je vais vous protéger. Et c'est un peu comme les leaders populistes. Il y a beaucoup de spin dictateurs qui ont commencé comme populistes. Donc, l'idée, c'est pour donner cette impression que moi, je suis ici comme démocrate, très populaire. Vous me soutenez parce que je suis compétente et je peux vous donner quelque chose comme leader démocratique. Donc, vous pouvez en fait voir que visuellement, les leaders modernes, les spin dictators, les autocrates modernes, ils sont visuellement comme les leaders démocratiques, avec les tailleurs comme ça et pas uniforme militaire. Oui, uniforme militaire, c'est pas Pinochet, Jaruzelski qui, eux, se montraient en... Ou Staline ou Mao, c'est aussi comme ça. Et c'est intéressant, il y a toujours les leaders du XXe siècle aujourd'hui là, comme Assad ou comme Maduro. Ils utilisent les uniformes militaires. Oui. Vous dites aussi qu'ils sont plutôt pacifiques. C'est ça. Et en fait, cette traduction française déjà comprend le nouveau préface qu'on a écrit après le début de la guerre de l'Ukraine. Et donc, on a dit que c'est en fait le changement du régime. Donc, Vladimir Poutine, maintenant, est en cours de venir à l'arrière, comme Maduro et dictature de la peur. Vladimir Poutine 2.0. Vladimir Poutine d'aujourd'hui, c'est plutôt le Vladimir Poutine du XXe siècle, quoi. Dictature de la peur. C'est la transformation de le régime russe. Parce qu'avant ça, il était plutôt spin dictator et était aussi plutôt pacifique. Oui.
Et c'est vrai qu'en général, il déclenche assez peu de guerres. C'est ça, c'est ça. Le livre est basé sur plusieurs articles scientifiques où on a collecté beaucoup de données et on a montré que les dictatures de la manipulation ne déclenchent pas les guerres. Ouais. Et ils maintiennent des apparences de démocratie, mais au fond, il n'y a pas de contre-pouvoir en réalité. C'est ça. L'idée, c'est pour éliminer les contre-pouvoirs, affaiblir les opposants, mais aussi garder les élections, faire semblant qu'on a les médias indépendants. Il y a toujours quelques médias indépendants, mais très faibles et très affaiblis en fait. Il y a des censures, il y a cooptation des propriétaires des médias. C'est utile très important dans ce régime, comme Viktor Orban. C'était la même chose avec Chavez en Venezuela. Lee Kuan Yew, qui a été premier dictateur du spin, il a utilisé les lois de diffamation contre les médias. Mais l'idée, c'est toujours pour affaiblir les opposants, affaiblir les débats publics et donc concentrer le pouvoir. Alors très souvent, ce qui peut les rassembler tous, c'est qu'ils sont contre l'Occident. Qu'est-ce qu'ils nous reprochent? Oui et non, parce que Orban est... Oui, mais il y a eu des critiques régulières et sévères contre le... démocratie libérale, mais Oui. il fait semblant d'être les vrais occidentaux. Hein. La même chose, la Turquie, c'est un membre de l'OTAN. Et c'est ça. Et donc, c'est toujours difficile de distinguer de ça. Mais le vrai esprit de l'Ouest, c'est vraiment la démocratie libérale. Et c'est différent de ce régime-là, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire contre les spin dictators, d'après vous? Donc, on a écrit dans ce livre, le dernier chapitre, c'est vraiment la liste des choses qu'on doit faire. Et donc, l'idée, c'est pour en fait engager en manière antagoniste, contradictoire. Donc, il faut se souvenir qu'il faut en fait lutter contre ces régimes parce que ces régimes ne sont pas aussi dangereux que les régimes du XXe siècle. Même ils sont dangereux. Et donc, il faut, par exemple, lutter contre les exportations de la corruption, qui est une vraie arme de ce régime quand il exporte la corruption. Nos parlements, nos gouvernements, c'est vraiment quelque chose qu'ils utilisent. Mais en même temps, il faut maintenir les liens avec les sociétés civiles, avec les hommes et les femmes des affaires légitimes dans ces régimes-là, parce que c'est aussi la faiblesse des régimes comme ça, parce qu'ils ne veulent pas utiliser les répressions ouvertes, et donc ils sont ouverts à quelques oppositions, à quelques représentants de la société civile, à quelques femmes et hommes des affaires légitimes. Donc, on peut soutenir ces éléments-là comme on fait maintenant. Et ce n'était pas possible avec les régimes soviétiques ou nazistes. Ils utilisent souvent les erreurs que peuvent commettre les Occidentaux, et notamment quand on déroge à nos propres principes. Le deux poids, deux mesures, par exemple. Ils le voient tout de suite quand on fait ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter les interventions militaires comme on a pu en faire en Afghanistan, en Irak, en Libye? Et est-ce qu'il faudrait qu'on arrête de maltraiter un certain nombre de nos dissidents, que ce soit Julian Assange, Manning ou Snowden, qui est réfugié en Russie? C'est ça. Quand on n'utilise pas nos propres standards, ça aide le narratif, le récit du dictateur du spin. Parce qu'ils veulent dire à ses propres concitoyens, compatriotes, que regardez, à l'Ouest, à Londres, à Washington, à Bruxelles, c'est les mêmes choses qu'on fait. Et donc, quand on ne garde pas notre propre standard d'éthique, de loi, c'est vraiment le soutien pour les régimes comme ça. Et donc, il faut mettre notre propre maison à l'ordre, comme on a dit en anglais.
Et c'est vraiment, vraiment important. Vous avez évoqué quelques interventions comme Afghanistan et Irak, c'est aussi différent. Afghanistan et Irak, c'était différent. Libye, c'est une autre chose. Mais intervention à l'Irak, ça a été contre l'ONU. Et donc, maintenant... C'est un des arguments de Vladimir Poutine au moment où il envahit l'Ukraine. C'est exactement ça. Et donc, quand on fait ça, c'est toujours la nourriture pour les récits des dictateurs du XXIe siècle. Est-ce qu'ils ont de l'avenir pour vous, ces dictateurs? Est-ce qu'ils dureront aussi longtemps qu'ont duré les dictateurs du XXe siècle? On n'y sait pas. On n'y sait pas du tout parce que c'est un phénomène nouveau. Donc, c'est le phénomène des 2, 3, 4 décennies. Ça a émergé années 80-90. Depuis ce moment-là, la plupart des régimes non démocratiques sont dictatures du spin. Mais on n'a pas de données sur l'évolution des régimes comme ça. Et maintenant, on peut voir qu'il y a des démocratisations. On donne l'exemple de l'Équateur ou l'Arménie, où les dictatures, spin dictators, ont été transformés dans les vraies démocraties, faibles, imparfaites, mais les vraies démocraties. Mais parfois, ils vont à l'arrière, comme j'ai déjà évoqué avec Vladimir Poutine l'année dernière, ou le régime de Venezuela, où Chavez a été spin dictator parfait, mais Maduro, c'est vraiment, vraiment un dictateur de peur. Parce que parfois, ils sont coincés, ils voient qu'ils ne durent pas, et donc il faut choisir, soit essayer de garder le même régime, et c'est vraiment une précurseur pour la démocratisation, ou essayer d'aller à l'arrière dans le régime du XXe siècle, utilisation de la répression ouverte. Est-ce que vous classez parmi les spin dictators, par exemple, l'Arabie Saoudite ou les Émirats, qui ne sont pas des démocraties, mais qui ne ressemblent pas non plus au régime dont vous parlez? Donc, c'est un peu différent. Vraiment, c'est un régime, les Émirats et l'Arabie Saoudite. Et la Chine aussi, c'est un peu différent. C'est les dictature de l'épure moderne, digitale, numérique, et c'est un peu différent. Mais c'est la dictature ouverte. La Chine n'y fait semblant d'être démocratie. Même chose Arabie Saoudite ou Émirats. Mais ce n'est pas les spin dictators. Mais c'est vrai que quand on regarde tous les autres régimes, la majorité des régimes non démocratiques aujourd'hui, c'est vraiment les régimes comme ça. Oui. Merci Sergueï, c'est un livre dont on va certainement beaucoup parler. Je vous libère, on va nous maintenant s'intéresser aux jeux vidéo. Vont-ils devenir des disciplines olympiques? On fait d'abord une pause et on en parle tout de suite après. C'est hyper intéressant parce qu'il vous lance sur l'Arabie. Les jeux vidéo vont-ils devenir une discipline olympique? Le CIO y pense. Il organise du 22 au 25 juin à Singapour les Olympic eSports Series. Il l'avait déjà fait en 2021 en marge des Jeux Olympiques de Tokyo et pourrait bien organiser la prochaine édition à Paris en 2024 en marge des Jeux Olympiques. L'e-sport rassemble en effet tout un public jeune et brasse des fortunes. L'équipe OG, vainqueur des championnats du monde de Dota 2 en 2019, a remporté 15 millions de dollars. Au tournoi de Roland-Garros, la même année, les vainqueurs, hommes et femmes, ont touché seulement 2,3 millions d'euros chacun. La question, c'est est-ce que c'est vraiment un sport? On en débattra maintenant. On en débat maintenant avec Philippe Rodier, qui est manager d'Altelec. Altelec, c'est ça? Athletech, c'est-à-dire Athletech. C'est un club e-sport professionnel et vous êtes l'auteur de Jouer sérieux, le phénomène e-sport raconté par les gamers. Laurent Felous est avocat spécialisé dans le droit du sport. Et Fernand Lopez nous a rejoint. Vous êtes aujourd'hui l'un des plus grands entraîneurs de MMA. La MMA, c'est ce sport de combat très violent dont on va voir tout de suite quelques images. Un sport qui a lieu dans une cage et qui a mis longtemps lui aussi avant d'être considéré comme un sport parce qu'il était jugé trop violent justement. Alors c'est la première question que je voudrais poser à tous les trois. Les jeux vidéo sont-ils un sport ? Si on en croit un sondage réalisé en 2019, 70% des Français ne considèrent pas l'e-sport comme un sport. Vous, quel est votre avis, Fernand Lopez? Vous savez ce que c'est que le sport de haute compétition, vous? Il n'y a aucun doute. Il y a 4 éléments qui sont nécessaires pour qu'on puisse considérer un sport.
c'est le fait déjà qu'on puisse développer une ou plusieurs qualités physiques. Quand on joue aux jeux vidéo, on développe des qualités physiques. Notamment le fait d'avoir la préhension, les fléchisseurs des doigts qui vont manipuler. On a besoin d'avoir le dos, une stature, une posture avec une hypertonicité du dos. Sinon, on aura mal, on va mal vieillir. Et puis, il faut avoir un cadre institutionnel. Aujourd'hui, l'e-sport se construit à des teams comme ça, à des grosses équipes qui jouent à des jeux. Et puis, il y a finalement il faut une quatrième option, c'est un quatrième point qui est important, c'est celui d'avoir de la compétition, s'organiser à pouvoir avoir une compétition. Aujourd'hui, on a des compétitions qui se créent. Et puis finalement, il y a un point qui est important, c'est de se fédérer. On a les 4 points les plus importants pour pouvoir être un sport. Et aujourd'hui, je n'ai aucun doute dessus, je le dis sans embâche, je suis certain que l'e-sport devrait être un sport. On va voir tout de suite, en même temps qu'on parle, quelques images de ces fantastiques rassemblements occasionnés par l'e-sport aujourd'hui. Énormément de public, beaucoup de participants, d'énormes enveloppes. Laurent Fellouz, pour vous, est-ce que pour autant c'est un sport, ce qu'on voit là à côté de vous? Alors, je ne nie pas, bien évidemment, l'impact que ça peut avoir, l'essor considérable que ça peut avoir au quotidien et sincèrement l'intérêt que les jeunes et les moins jeunes peuvent avoir pour cette discipline, qui n'est pas d'ailleurs une discipline, mais une catégorie de discipline. Ce qui importe aussi pas mal de difficultés. C'est comme l'athlétisme ou la natation. Il y a plusieurs disciplines au sein même de l'e-sport. Quand on peut avoir l'athlétisme, le 100 mètres, 200 mètres, etc. Donc ça complique un petit peu la tâche. Maintenant, là où il y a des problématiques, c'est que, comme Fernand le disait, il y a plusieurs critères. L'un des critères, c'est aussi la recherche de la performance physique. C'est aussi avoir pour objectif l'expression ou l'amélioration d'une condition physique. Et là-dessus, il y a véritablement un doute. Un deuxième point, c'est aussi, il faut qu'il y ait un développement des relations sociales. Et je pense que c'est tout l'inverse. Je pense que vous conviendrez que, certes, il y a des relations sociales qui sont créées, notamment de manière numérique, mais certainement par rapport à des jeunes qui vont avoir la possibilité de sortir et de pouvoir avoir des relations sociales plus, on va dire, naturelles, ce niveau de développement ne sera pas le même. C'est exactement ce que disent les mamans quand elles voient leurs enfants jouer un peu trop aux jeux vidéo. Elles leur disent, fais plutôt de l'exercice physique et si tu pouvais aller voir tes copains, ce serait pas plus mal. Donc, vous êtes d'accord avec elles là-dessus. Et d'ailleurs, il y a un point qui est important, c'est que par rapport à cette activité physique, il est souvent recommandé, d'ailleurs, toutes les personnes qui pratiquent notamment l'e-sport recommandent aux e-sportifs de très haut niveau d'avoir en parallèle de cette activité une activité physique à part entière. Donc ça vient bien finalement mettre en avant le fait qu'il faut cette activité physique en parallèle et que du coup il y a un doute sur ce critère-là. On va demander son avis à Philippe Rodier. Ce qui me fait plaisir, c'est que je suis content que quelqu'un sera d'accord avec ma maman. C'est déjà un point important. Pour le point des rencontres sociales, moi je vais donner juste un exemple. C'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs je salue l'équipe Vitality qui vient d'être nommée championne du monde. Il y avait 12 000 personnes à l'Accor Arena. Il y avait des gens qui ne se sont jamais vus et qui se sont réunis à ce tournoi pour se voir pour la première fois et je trouve ça merveilleux. Pour la question de l'amélioration physique, je tiens à dire que les processus cognitifs font partie du physique. Et quand vous faites de l'e-sport, vous travaillez sur l'aspect mental et justement sur la concentration et s'augmente. Et c'est bien pour ça que l'e-sport, par exemple, aujourd'hui, est intégré dans les maisons de retraite. Parce que quand vous avez Alzheimer, l'e-sport peut permettre de ralentir. Je ne dis pas d'annuler Alzheimer, mais de ralentir Alzheimer. Comme les beaux croisés. Exactement. C'est ce que je conseille à mon grand-père. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais jouer avec moi? Bon, il m'a dit non. Mais effectivement, c'est ce point de travail sur le mental et sur la concentration qui est important. Et au-delà de cette question, ce qui est important, c'est qu'on a besoin de cette reconnaissance en tant que sport, un sujet que M. Lopez connaît extrêmement bien, pour avoir une reconnaissance auprès de l'État, pour avoir des subventions, pour que les jeunes soient bien encadrés justement, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Alors justement, c'est une question subsidiaire, mais quand on voit déjà ce qui se passe autour de l'e-sport, on se dit, pourquoi vous voulez devenir une discipline olympique? Vous avez déjà tout. Ah non, on n'a pas tout. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Je le dis avec le cœur un peu serré, mais en un mois, on a eu 5 clubs qui se sont arrêtés. Des très gros clubs français. Il y a un club notamment qui s'appelle LDLC, qui est soutenu par l'Olympique Lyonnais. Ça fait beaucoup d'employés qui sont mis à la porte aujourd'hui. Et nous, on cherche un modèle économique stable. Aujourd'hui, on n'a pas ce modèle économique stable. C'est très difficile de l'avoir. Et quand on parle des Jeux Olympiques, en fait, c'est une exposition qui est extrêmement importante et qui ne permettrait pas de convaincre les gens, mais de leur présenter ce qu'est l'e-sport. Et en présentant ce qu'est l'e-sport, nous, on espère avoir cette reconnaissance juridique qui finalement existe déjà à l'étranger. Au Danemark, l'e-sport est un sport. Mais le problème, c'est qu'en France, ça me fait mal de le dire parce que j'aime bien mon pays aussi, mais on a toujours un problème avec les phénomènes de masse. Et on a toujours besoin de temps pour apprendre ce que sont les choses. Sur l'exemple du MMA, je vais vous donner un exemple très simple. Le MMA, la France était le seul pays européen à avoir interdit le MMA. Moi, je ne connaissais rien au MMA l'année dernière. Je me suis intéressé à ce sport et je me suis demandé comment c'était possible, honnêtement.
Oui, effectivement. Juste, on fait une pause et je vous donne la parole tout de suite après. Fernand Lopez, c'est le rappel des titres. 3 morts après une fusillade dans le 11e arrondissement de Marseille. Vers 5h du matin, des individus en voiture ont ouvert le feu à la Kalachnikov sur un autre véhicule où se trouvaient 5 hommes. 3 d'entre eux ont été tués. Les agresseurs ont pris la fuite. Leur véhicule a été retrouvé incendié. Un mode opératoire connu dans les trafics de stupéfiants selon la préfète de police des Bouches-du-Rhône. La première ministre italienne a rendu visite aux sinistrés des inondations. Giorgia Meloni présidera un conseil des ministres mardi pour débloquer des fonds d'urgence. Le nord-est de l'Italie a été violemment touché. 14 morts sont à déplorer. Dans la région d'Émilie-Romagne, sur les 36 000 personnes déplacées, seulement 10 000 ont pu regagner leur domicile. L'alerte rouge météo a été prolongée jusqu'à demain. Et puis retour en France, la même liesse qu'il y a 1 an, drapeau jaune et noir à l'honneur. La Rochelle a célébré ses rugbymen au lendemain de leur sacre en Champions Cup. Un 2e titre européen consécutif après s'être offert le Leinster à Dublin 27-26. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi les quais du Vieux-Port pour acclamer leurs joueurs qui rêvent désormais d'un titre de champion de France. Tout est art aujourd'hui, mais tout est sport aussi. Hein. La pêche, c'est du sport. Les fléchettes sont un sport. Le bowling est un sport. Le bridge, les échecs. L'aéromodélisme est un... Tir à l'arc. Hein, tir à l'arc. Le tir à l'arc est aux Jeux Olympiques. Le curling. Le curling, où on frotte pour faire avancer la pierre. Et attention, je suis un grand fan du tir à l'arc. Oui, et j'adore le curling, c'est pas la question. Mais c'est vrai qu'on... Bon. Mais voilà, la question qu'on aille se poser la question sur le modèle de performance, si la qualité physique de la force, de l'endurance, de la coordination a une prédominance sur les capacités cognitives, c'est une chose. Mais qu'on dise qu'il n'y a pas de physique sur le e-gaming ou le e-sport, non, ce n'est pas possible, on ne peut pas dire ça. Quant à la socialisation, j'ai des élèves à moi qui font du MMA, je ne les ai jamais vus autant socialiser qu'en jouant aux jeux vidéo. Cyril Gann est connecté pendant qu'on est en phase. C'est votre champion. C'est ça. Il est connecté avec Kylian Mbappé, avec Achraf, avec tous ces sportifs-là et tout qui socialisent sur le jeu vidéo. Et parce qu'ils socialisent, moi, j'ai appris à connaître le monde du jeu vidéo par ça, parce que j'ai rencontré leurs managers, leurs entraîneurs, leurs info-entraîneurs, leurs info-formateurs. Je vais vous donner un exemple qui va dans le sens. Moi, mon père était militaire et je m'intéresse beaucoup à ce qu'on fait dans l'armée. L'armée, c'est des gens qui partent en OPEX à l'extérieur. Et pour jouer avec leurs enfants, ils font quoi? Ils jouent aux jeux vidéo. À distance, en ligne. Je trouve ça beau. Alors, est-ce que c'est de l'e-sport de jouer avec son gamin? Peut-être pas. Mais il y a un aspect social qui existe. Mais c'est drôle d'ailleurs, puisque moi je parle de jeux vidéo et je le fais exprès, parce que pour tout le monde, ce sont des jeux vidéo. Et de l'appeler e-sport, déjà, c'est lui donner une espèce de prestige qu'on n'est pas prêt forcément à lui accorder. Qu'est-ce que vous en pensez, Virginie? Je sais que ce n'est pas votre spécialité. Hein. Vous êtes plutôt là pour parler des drones et de la police. Mais Merci de me donner la parole. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que depuis 2016 en France, l'e-sport a un cadre juridique précis et une définition. Et dans cette définition, on parle bien de compétition sportive qui fait intervenir un jeu vidéo. Donc c'est là où je vous rejoins parfaitement. Et c'est peut-être là la difficulté, c'est que cette loi, elle n'a pas été codifiée dans le code du sport, comme on pourrait le croire, mais dans le code de la sécurité intérieure. Et une des raisons pour lesquelles on ne peut pas transposer tel quel le droit du sport sur le droit de l'e-sport, c'est bien parce qu'il y a ce jeu vidéo qui nécessite finalement pour les promoteurs, pour les organisateurs de compétitions et de tournois, d'obtenir l'autorisation préalable de l'éditeur du jeu vidéo. Donc les spécialistes que nous sommes en droit du numérique, de l'e-sport, du sport, on penche plutôt vers des cadres juridiques distincts. Pas besoin d'unifier le droit du sport avec le droit de l'e-sport, en tout cas selon les juristes. Laurent Felous? Alors j'aimerais plutôt revenir, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit ma consoeur sur plusieurs points. Là où il y a peut-être un sujet, c'est sur les compétitions, parce qu'on parle notamment de compétitions qui soient institutionnalisées. Là-dessus, on n'y est pas. D'ailleurs, Fernand, si je peux me permettre, tu parlais bien du fait que le e-sport se construisait. Donc on n'y est pas encore. On est en pleine construction. Et ça, c'est un point qui est important. Si on se construit, mais c'est pas encore totalement. Nous, on l'a connu sur le MMA. Pendant très longtemps,
on était constitué, on avait des fédérations, on avait... Vous aviez des fédérations, parce que nous, on n'a pas. C'est ça, on avait même la fédération internationale, ensuite il y avait tout cet organe déconcentré jusqu'au département, mais on n'avait pas la légitimité. Aujourd'hui, aller aux Jeux Olympiques, c'est un label qui va permettre de mieux faire connaître le sport, de mieux développer. Et aujourd'hui... Je rappelle que le MMA n'y est pas encore non plus. Hein. Il commence, mais il sera à Paris, là, ça y est, c'est acquis. Le MMA pourrait être aux Jeux Olympiques en démonstration, ce qui est déjà une bonne chose parce qu'on a toutes les valeurs qui vont vers ça. C'est-à-dire que le fair play, la déontologie, l'éthique et tout ce qu'il y a comme valeur d'équité, d'égalité sur le sport et tout, on les a aujourd'hui. On parle d'e-sport. Une étude de 2005 montre que 40% des joueurs de sport sont des femmes, d'e-sport sont des femmes. C'est incroyable. C'est une étude qui prouve juste qu'on est complètement dans ce qu'on veut pour le développement du sport en France. L'une des raisons pour lesquelles le golf, d'ailleurs, n'est plus été une discipline olympique au début du XXe siècle, c'est qu'il n'y avait plus que des hommes qui en faisaient du golf. C'est pour ça qu'on l'a retiré. Donc oui, moi, j'aimerais juste dire qu'il y a quelques années encore en arrière, on ne savait pas c'était quoi les capacités cognitives, qu'est-ce que faisait l'e-sport. Aujourd'hui, on a des gamers qui sont capables, sur des sports comme le StarCraft, de faire 400 actions à la minute. Exactement. Si j'ai la possibilité, moi, d'avoir mes élèves en MMA qui me font autant d'actions à la minute ou qui se rapprochent de la capacité à résoudre des problèmes décisionnels, des contraintes décisionnelles à cette vitesse. C'est Mohamed Ali. Mais bien sûr, je me permets d'arrêter M. Fernand Lopez, mais pour devenir justement ce que vous êtes en train de dire, l'e-sport est utilisé dans des sports en tant qu'entraînement. Je vais donner un nom, ça s'appelle le NeuroTracker, qui est utilisé par des grands sportifs, justement, Israël Adesanya, utilise ce type d'entraînement. Et bien évidemment que c'est important pour la capacité à réfléchir plus vite. Moi, j'ai été joueur professionnel, j'ai été champion de France en 2010, donc j'ai une carrière pas de joueur professionnel véritablement comme c'est le cas aujourd'hui, mais je me suis entraîné pendant 10 ans. Je vois aujourd'hui pourquoi j'arrive à aller prendre des décisions plus rapidement, etc. La plupart des e-sportifs de mon époque, aujourd'hui, gèrent des postes extrêmement importants. J'ai quelqu'un qui travaille à la City, dans des équipes extrêmement importantes, justement parce qu'ils ont appris à réfléchir plus vite. Et ça peut être important, justement, comme on le disait tout à l'heure, pour Alzheimer, pour des enfants aussi qui ne sont pas forcément très éveillés. Il y a plein de sujets auxquels l'e-sport peut apporter. Malheureusement, comme je le dis à chaque fois, on en revient sur... Je vais donner un exemple simple et je vais le faire. Quand vous ouvrez votre reportage en montrant les premières images du MMA, le premier mot qui est greffé, c'est violence. Mais ça aurait pu être un autre mot. C'est ça. Mais c'est comme ça qu'on le voit, le MMA. Et c'est l'origine de ces problèmes. Monsieur Tadei, les gens qui sont devant rajouter qu'on jouait dans une cage. Monsieur Tadei, les gens qui sont devant la télé, malheureusement, ils retiennent quoi ? Ne sont pas assez éduqués pour comprendre tous ces détails. Et le problème, c'est ce mot violence que vous mettez en début d'émission permet à l'audience de fonctionner très bien, mais détruit la culture même de ce truc. Oui, vous avez sans doute raison. L'essence même d'un sport de combat, c'est la violence. Quel que soit le sport, dès qu'il y a une opposition physique et qu'il y a un besoin de suprématie physique de tes dirigeants en judo ou de la lutte ou de n'importe quel sport olympique où il y a de la boxe, par exemple, c'est de la violence. Mais est-ce que le MMA est plus violent qu'un autre sport ? Non. Est-ce que quand on fait du tir à la carabine, est-ce qu'il y a un peu de physique et beaucoup de cognitif ? Oui. Est-ce que c'est la même chose pour e-sport ? Oui. Du coup, à quel moment on décide que e-sport ne serait pas un sport ? Et qui décide surtout ? Et pourquoi qui décide ? Comment ? Est-ce qu'on le décide parce qu'on ne sait pas encore et qu'il y a des vides juridiques comme celui qui existe ? C'est ce qui est arrivé au MMA pendant longtemps. On avait un vide juridique où le ministère ne savait pas quoi décider. Et puis rapidement, aussitôt qu'on a compris et que la ministre des Sports est passée au MMA Factory, découvrir, comprendre la logique interne du sport, le modèle business du sport, rapidement elle a dit c'est actif. La ministre des Sports d'ailleurs qui espère bien que le prochain Olympique Series oui, c'est ça. sera à Paris en 2024. Moi, je me permets de revenir, c'est qu'on a besoin de l'avis de personnes justement qui sont compétentes sur ces sujets juridiques, parce que nous, en fait, on cherche une reconnaissance. Quand j'entends dire que, par exemple, l'e-sport ressemble à l'athlétisme, c'est la meilleure chose que j'ai entendue, parce qu'en fait, c'est de l'athlétisme. Vous avez une trentaine de jeux différents, avec des jeux un peu plus importants que les autres. Donc c'est vrai que c'est très difficile à organiser au niveau juridique, et je souhaite bon courage aux gens qui vont le faire, mais nous, on en a besoin. Donc, mais vous comprenez bien que pour beaucoup de gens, quand vous dites qui sont ces gens les jeux vidéo, c'est comme de l'athlétisme, ils disent c'est de l'athlétisme, on est assis quand même. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, on est assis ? C'est pour ça qu'on a besoin de l'expertise. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que
des études très sérieuses, comme l'étude d'Oxford qui a fait sur la corrélation entre le jeu vidéo, par exemple, de Call of Duty qui est violent, avec la violence des jeunes. On a prouvé toutes les études ont prouvé l'inverse. Rien, que c'était complètement le contraire. Des études ont prouvé que on prenait 2 groupes de personnes, certains jouaient à des jeux où il fallait prendre des décisions et rapidement on leur donnait des problèmes mathématiques juste après. On s'est rendu compte que ça va très vite. Oui, mais c'est pas pour autant que quand on reste assis à jouer aux jeux vidéo, on fait de l'athlétisme. C'est ce parallèle-là qui paraît plus... Parce que quand je suis en automobile et que je conduis une voiture, je suis bien assis. Mais je fais de la course automobile. C'est l'argument que j'avais donné une avant. voiture parce que je prends des virages et que je manipule avec mes mains. Et l'entraînement est sur simulateur derrière un écran, comme l'e-sport. Voilà. Moi, aujourd'hui, je le dis, je vous dis, je suis comme vous. Je ne connaissais pas l'e-sport, mais je m'y suis penché, je suis allé chercher, parce que j'aime comprendre le modèle de performance d'un sport, et je me suis rendu compte que les sportifs, enfin les athlètes de e-sport de haut niveau s'entraînent vraiment avec des programmes de sport, préparation physique, préparation mentale et tout ce qui va avec. Alors justement, Fernand, tu évoques les athlètes de haut niveau. Oui, merci. Je me permets de t'interrompre. Tu évoques les athlètes de haut niveau, mais en fait, justement, c'est là où je pense qu'il faut prendre de la hauteur. C'est que tu parlais de l'introduction avec la violence. C'est là où il y a potentiellement un sujet, c'est que certes, il y a d'autres disciplines, on parlait de plusieurs disciplines, il y a d'autres jeux vidéo qui sont moins violents, bien évidemment, mais en fait, l'idée, c'est qu'il y a ceux qui vont avoir une activité qui sera professionnelle, qui vont être suivis, qui vont avoir la capacité potentiellement cognitive qui sera plus élevée, mais d'autres qui vont suivre aussi, ceux qui vont être professionnels et qui n'auront pas forcément, ces capacités, donc il n'y aura pas ce critère physique. Et deuxièmement, il y aura la problématique des relations sociales, parce que vous évoquiez notamment le fait qu'il y avait 12 000 personnes lors d'une compétition, mais ceux qui ne sont pas présents dans cette compétition sont seuls. Alors certes, il va y avoir quelques connexions via notamment l'aspect numérique. C'est pour ça que je vais me permettre de vous arrêter, c'est qu'il faut un cadre juridique pour qu'il y ait des clubs locaux, c'est-à-dire que par exemple un jeune qui soit dans un collège et qui dise je veux être joueur e-sport, on puisse l'orienter vers un club pour que sa pratique soit encadrée. Alors aujourd'hui, ça n'existe pas. Très bien faire des clubs sans pour autant avoir la qualification de sport. Et comment on a les subventions du coup? Mais sinon, sans pour autant mais surtout que la non moi j'ai besoin d'argent pour mes clubs et pour les faire vivre, donc j'ai besoin de subventions. Surtout que la non-législation sur la pratique laisse la pratique sauvage. Bien évidemment. Et donc plus de risques, et donc plus de dérives. Monsieur Lopez, on a tout intérêt à encadrer toute activité de ce genre. Je pense que vous avez connu ce sujet avec le nombre de salles sauvages qui se sont lancées en disant faire du MMA. Aujourd'hui, moi, je vois des clubs qui se lancent et qui se disent nous faisons de l'e-sport. Mais non, vous ne faites pas d'e-sport. Vous essayez de vendre à peu près tout et n'importe quoi à des gamins. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas cette mainmise par le gouvernement sur ces clubs, on ne peut pas vérifier ce qu'ils font. C'est ça. Tout s'est accéléré. Le développement de la pratique de masse au MMA s'est accéléré dès qu'il y a eu un cadre juridique, avec notamment l'obligation de qualification qu'ont tous les sports. Un coach ne peut pas se promouvoir, se dire coach, avoir ses s'il diplômes n'a validés. pas ses diplômes validés. Et le cadre juridique est important dessus. Laisser ça et faire comme si ça n'existe pas est une catastrophe. Entièrement d'accord. Catastrophe. Effectivement. Virginie ? Oui, juste le cadre juridique actuel, il protège la participation des mineurs, des moins de 12 ans qui ne peuvent pas toucher de cash prize, et ensuite des 12-16 ans. Les cash prize, je rappelle, c'est les pardon. cagnottes, les prix en argent considérables. Et pour les 12-16 ans, de la même façon, le régime est adapté aux 12-16 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'obligation de scolarisation en France. C'est pour ça que vous avez les moins de 12, 12-16 et 16 et plus, d'où la barrière des 16 ans. Et là, il faut l'autorisation parentale et l'argent qui serait gagné serait mis sous séquestre à la Caisse des dépôts et consignations, comme les enfants du spectacle, de la publicité ou de la mode. Moi, je vais rebondir sur ça. Ce qui est vrai, c'est que, en fait, il faudrait vraiment des gens qui vérifient que ça soit mis en pratique, en fait, parce qu'aujourd'hui, vous avez pénalement sanctionné d'une contravention de 5e classe, c'est-à-dire qu'on passe en délit à partir du moment où un organisateur ne respecterait pas la réglementation et notamment celle protectrice sur les mineurs. J'entends exactement ce que vous dites. Je pense qu'il faut exactement ce genre de modèle pour qu'on aille dans le bon sens. Mais si j'étais malhonnête, je donnerais un nombre d'organisateurs de compétition qui ne fonctionnent pas sous ce modèle-là. Et moi, j'attends que la justice réagisse, justement. Et il y a plein de problèmes comme ça dans l'e-sport. Vous avez entièrement raison. Il faut ce cadre juridique, mais aussi il faut des gens qui cherchent à le faire appliquer. Maintenant. Et le problème, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il soit appliqué tout le temps. Alors, je voudrais soulever un autre problème. C'est la liste des jeux vidéo qui ont été sélectionnés pour l'Olympic eSports Series qui se tiendra donc en juin à Singapour. Ne sont pas... les
jeux vidéo, pardonnez-moi, ce ne sont pas du tout les jeux vidéo les plus populaires, ni les plus regardés sur Twitch, Bien sûr. ni ceux qui attirent le plus de monde. Donc, c'est pas League of Legends, c'est pas Dota 2, c'est pas Fortnite. Le CIO a préféré des jeux qui simulent les véritables disciplines olympiques. Donc, il y aura la voile avec Virtual Regatta, le sport automobile avec Gran Turismo, le tir à l'arc avec Tic Tac Bow, les échecs avec Chess.com, le cyclisme avec Swift. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils ont choisi ces jeux vidéo-là et pas les jeux vidéo qui intéressent tous les fans de jeux vidéo? Moi, je crois que je comprends, je ne veux pas être le seul à comprendre leur positionnement, c'est qu'ils ont juste envie de prendre du temps. Parce que si demain, vous mettez League of Legends devant une mère de famille qui se retrouve à voir l'Aviron puis League of Legends à 14h, aïe, ça va pas le faire. Donc je comprends le procédé, et c'est là où je vais me permettre de le dire, c'est que je pense que la communauté e-sport devrait un peu grandir et déjà apprécier ce premier pas si elle estime qu'elle en a besoin, au lieu de cracher sur la liste des jeux. Parce qu'à un moment donné... Parce que c'est le cas, eux aussi. Oui, c'est le cas. Et moi aussi, j'ai eu cette réaction aussi, mais bon, à un moment donné, j'essaie de réfléchir, ça m'arrive. J'essaie d'être pragmatique, et je me dis, si c'est ça la première étape, c'est déjà pas si mal. C'est déjà une étape, exactement, c'est déjà une étape. Donc je suis pas totalement contre. Moi, je considère que quand on prend son temps, ça peut amener à des choses intéressantes. Mais c'est un peu comme si on refaisait Woodstock demain et qu'on invitait des joueurs de air guitar, vous savez, ceux qui font semblant de jouer de la guitare, plutôt que d'inviter des gens qui font vraiment de la musique avec des ordinateurs. Alors, il y a une vraie parce qu'au fond, parce que excusez-moi, si vous me demandez de faire la démonstration pour l'OMMA, ou même pour la course automobile, avant d'arriver à faire la Formule 1, je vais d'abord amener c'est ça l'argument. aux autotamponneuses. Ensuite, je vais faire du karting. Ensuite, je vais faire la Formule 3000. Éventuellement, un jour, je vais faire la Formule 1. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut éduquer les gens, il faut aller progressivement, il faut laisser le temps aux gens de comprendre et d'accepter la culture et ce qui se passe. Moi, je ne suis pas un fan de la tauromachie, mais quand je ne comprends pas, le pauvre taureau, il n'a rien demandé, mais on joue avec lui et puis il est mis à la mort à la fin. Mais j'arrive dans une région où les gens vivent avec ça et j'essaie de comprendre, je les écoute. On me laisse le temps de m'éduquer et peut-être un jour, je l'accepte. C'est ça. Laissons le temps aux gens de... Mais ne croyez-vous pas que ça peut être contre-productif? C'est-à-dire que effectivement, quand on va voir des gens s'asseoir pour jouer non, mais bien sûr, à conduire des voitures qui ne conduisent pas vraiment, ou à tirer à l'arc alors qu'ils ne tirent pas vraiment à l'arc, etc., ça peut dévaloriser l'e-sport, puisque vous voulez qu'on l'appelle comme ça. Je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Fernand Lopez. Et justement, la question, c'est est-ce qu'on va réintégrer la Formule 1 aux Jeux Olympiques? Et le premier pas, justement, passe par l'intégration d'un jeu de voiture. Ils ont décidé ça comme ça. Maintenant, est-ce que ça peut choquer du monde? Est-ce que ça a du sens, etc. Comment ça va être fait? Déjà, moi, je ne peux pas savoir parce que je n'ai pas vu visuellement comment ces gens travaillent. Je n'ai pas d'avis sur ça parce que je ne l'ai pas vu dans les faits, en fait. Et je vais vous dire, même si ça arrive et que c'est mal fait, ça pourra aussi servir pour les prochains. Donc, je ne suis pas toujours dans cet avis négatif. Maintenant, il est vrai que si j'allume ma télé, comme je vous disais tout à l'heure, et que je vois quelqu'un devant un PC et quelqu'un qui fait de l'aviron juste après, même moi qui viens de ce milieu-là, je vais me poser des questions. Donc, si vous voulez mon avis vraiment sur la question... J'appelle ça l'empire du moindre mal, pour citer le livre de Monsieur Michéa. À un moment donné, il faut donner un petit peu pour obtenir ce que tu veux vraiment. Alors, je suis prêt à faire cette concession pour avoir ce que je veux vraiment. Et vraisemblablement que le CIO fait le même calcul. Ils ont envie qu'il y ait l'e-sport, donc ils y vont à tâtons pour que les gens s'habituent. Mais c'est peut-être pas la meilleure manière. C'est pas forcément les mêmes gens, mais j'en ai connu, j'en croise assez souvent en ce moment, qui me disaient il y a 10 ans, ce que tu fais, ça nous intéresse pas, c'est nul. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui viennent me voir en me disant écoute, ça m'intéresse parce qu'il y a peut-être de l'argent à se faire. Laurent Fellouz. Oui, alors je pense qu'il y a aussi une volonté de respecter les valeurs de l'olympisme. Ouais. Qui, je le rappelle, voilà, a pour but notamment de promouvoir la culture, promouvoir l'éducation. Et là-dessus, les sports et les disciplines qui ont été choisies dans le cadre du coup de ces Olympiques et de ces Games ont cette vocation-là. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, par rapport du coup à ce fameux débat e-sport, c'est un point qui est important, c'est que par rapport à l'éducation, il y a un sujet qu'il faut aborder. C'est que, pour ma part, j'accompagne parfois des joueurs de football, d'autres disciplines sportives, et souvent, je les vois, après un match, tout de suite aller jouer à des jeux vidéo. Là-dessus, il y a un vrai problème. Donc, au niveau de l'éducation, derrière, lorsqu'ils doivent derrière, ça, c'est des joueurs, mais quand il s'agit de personnes qui sont étudiants, qui sont plus jeunes, etc., si on met un cadre juridique, bien évidemment, peut-être que ça pourrait permettre de respecter et de protéger cette éducation-là, mais à ce stade-là, sans ce cadre-là, il y a un vrai sujet, il y a un problème. Je suis d'accord. Attendez, je n'ai pas bien compris. Vous leur reprochez quoi? De se précipiter sur les jeux vidéo au lieu d'aller lire un livre, vous voulez dire? C'est ça ma question. C'est quoi la contre-indication? Non. Si je termine ma compétition et que j'ai le plaisir, au lieu d'aller prendre une glace, jouer aux jeux vidéo, c'est quoi la contre-indication?
si vous terminez une compétition. Mais là, je parle des joueurs de football que j'ai accompagnés. Après, il y a aussi des jeunes, moins jeunes, qui sont étudiants ou pas étudiants. Et dans ce cas de figure, il y a un vrai problème parce qu'au niveau de l'éducation, on voit qu'il y a un manque de concentration, il y a des problèmes d'isolement social, il y a des problèmes aussi d'obésité, des troubles de la concentration assez réguliers. Et là-dessus, sur ces sujets, je pense qu'un accompagnement est nécessaire, absolument. moi, j'ai une question. Et c'est Vous peut-être dans pensez ces aussi pour les sujets-là- joueurs d'échecs, parce qu'il y en a certains quand même qui sont très très isolés. Ah, bien évidemment. Ah bah, Magnus Carlsen, en plus d'être isolé, il fait que jouer aux jeux vidéo. Donc c'est un vrai problème. Il cumule les Donc deux, en le plus. champion du monde, Tout à fait. Exactement. Vous, c'est un cas Non, social. mais Laurent a raison. Virginie. Oui, moi, peut-être que le débat il tourne au fait qu'on a choisi le terme de e-sport. Pourquoi avoir utilisé le terme de sport et de l'avoir collé alors avec l'électronique? Peut-être que le problème est ici et qu'en fait, on crée un débat C'est qui une ne vraie devrait question. pas exister. En C'est une fait. vraie question. Et je Vous voulez dire rejoins sur le qu'ils jeu auraient dû vidéo. dire que c'était des sports tout de Des suite jeux vidéo. ou des Non. sports vidéo. Non, pas la notion de Non, sport. jeux vidéo, ou en voilà, gaming, n'était mais- peut-être mais- pas obligé d'être Mais si, utilisé. alors pourquoi c'est obligé? Parce que si vous mettez sport dedans, les sponsors, ils sont contents. Tout simplement. Et que nous, on a besoin de développer un Ah, je suis écosystème. d'accord. Ouais, mais s'il ne s'agit pas d'une Effectivement. fédération sportive, vous n'avez pas l'agrément ministériel et derrière, vous n'avez pas les Mais subventions. en France, sollicitées. on est d'accord, En parce qu'au France. Danemark, c'est un sport, non? Ouais, mais évidemment. Mais là, on est en France. Oui, mais donc s'il y a d'autres pays qui le font, c'est pas des abrutis, je pense. Je parle Non, qu'en France, d'accord. à ce stade, par rapport Oui, du mais coup, à la moi, ce que je suis en qualification train de de vous sport, dire, c'est la que s'il y a d'autres fédération personnes sportive qui le font à apporte des l'étranger- considérations financières. D'accord, s'il y a d'autres personnes qui le font à l'étranger, je vais pas être capable d'aller dire au Danois qui a décidé que l'e-sport est un sport que c'est un cassos. Je sais pas. J'ai envie de parler avec lui. J'ai Je envie dis juste que d'écouter. la nomenclature internationale qui est reconnue et Oui. qui est adoptée, c'est Mais est-ce- l'e-sport. est-ce qu'on- Alors peut-être qu'il y a Est-ce des qu'on peut la exceptions, faire c'est évoluer évident. en France? Est-ce que Je dis c'est pas le possible? contraire, mais encore Alors, faut-il si que je ça dis soit pas le dans un contraire, cadre c'est qui soit possible. commun et qui permette de protéger Donc encore c'est une fois possible. l'intérêt des Est-ce jeunes que et c'est des moins jeunes possible qui le d'arriver à ce que pratiquent. vous dites, d'arriver avec un cadre? C'est possible, tout Bah, à fait. tant Mais mieux. encore faut-il trouver un Super, consensus. il faut- Et eh ça, ben, c'est la cherchons-le. difficulté. Mais cherchons-le. Je vous rappelle que Pas de souci. cette question se pose pas seulement pour Eh bien le évidemment. sport. La pétanque, les sûr. Français considèrent que c'est un sport. Vous voulez mon Ça avis n'est sur pas la le cas question? pour tout le monde. Le bridge, il y a le bridge qui a le été bridge est un problématique. sport pour Non, il ça. n'a pas été considéré comme un sport. Il est considéré comme un sport. le Non, bridge. et justement, il y a un arrêt du Conseil d'État qui a considéré En que- France, en France. Où ça, je en parle du France. monde. Mais la France, Oui, c'est mais pas en le France, monde, en fait. La France n'est pas le noyau du monde. On va peut-être regarder ce qui se fait à Je dis pas l'étranger, le quand contraire, même. mais là, Enfin, actuellement, sérieux. en France. Donc, je parle de l'aspect franco-français. Oui, mais la France, c'est un tout petit pays dans le monde. et il y Ne a parlez d'autres pas pays. ensemble parce qu'on Mais vous c'est entend plus. impressionnant, quand même. Fernand Lopez. La réalité, c'est que moi, je comprends ça. Il faut respecter le cadre juridique. Si on est en France, on respecte le Conseil d'État et tout ce qui se passe, on ne bouge pas. Mais on compte sur vous Voilà. pour passer ce message en disant, bon, les collègues d'en haut, il y a peut-être un souci. C'est pas un hasard. S'il y a tant de millions de personnes, ça devient relevant. Je sais pas. Pertinent. Voilà, ça devient pertinent s'il y a un certain nombre de personnes qui pratiquent ce sport. Ou on y va, on l'encadre, Voilà. ou alors on fait comme si ça n'existe pas. Et c'est le même problème qu'on a eu au MMA, c'est que Bien sûr. on était Et- le dernier pays. Enfin, j'ai l'impression qu'ici, en France, il y a vraiment ce pas une que, impression, ce monsieur que Lopez. disait Schopenhauer, c'est que toutes les idées qui sont bonnes vont d'abord être diaboliques. Quoi. C'est impossible, ça n'arrive pas. Et puis à la fin, tout le monde aujourd'hui dit que c'est évident. C'est que sur Canal+, on diffuse me permets de- MMA, sur RMC, on diffuse MMA. Enfin, ça devient normal, le monde entier. Mais on était le dernier bastion, le dernier pays sûr. à diffuser le MMA. Et ce qui est à honteux- pratiquer. Et là, on a la même chose qui se passe. Et je voulais juste que les collègues en face du juridique puissent monter l'info et dire faites attention, il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr. Peut-être qu'il faudrait l'encadrer. Et juste pour rebondir sur ça, parce que moi j'ai découvert le MMA donc il y a 1 an et demi, je suis un MMA-X, si on reprend le terme du footix au football. Et en fait, quand quelqu'un était capable de dire à Francis Ngannou, à Cyril Gane, toi tu fais pas du sport, alors que le mec il a traversé le continent africain, son histoire elle mériterait 15 livres d'affilée, exceptionnel. C'est un exemple pour la jeunesse, ce gars-là. Donc il faut l'exposer, Cyril Gane. Et dans l'e-sport, on a son équivalent qui s'appelle Mathieu Herbeau Zaiwo. Son histoire, elle est exceptionnelle. C'est un modèle pour la jeunesse. L'humilité qu'il a, la rigueur à l'entraînement. Parce que justement, quand vous dites qu'il faut passer des messages auprès de la jeunesse, mais qui de mieux que les athlètes eux-mêmes pour dire justement à la jeunesse ne faites pas que de l'e-sport, faites du sport, inscrivez-vous à la natation. Bien sûr qu'il faut ça. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est qu'on a toujours tendance à aller voir ce qui est possible comme dérive. C'est que on prend le football. Le football, il y a des grands joueurs, il y a l'équipe de France, mais c'est une pyramide où il n'y a que la pointe là. En bas de ça, il y a une grosse vase qui sont des pratiquants lambda où il y a des dérives dans les quartiers qui jouent les soirs où il n'y a personne. Mais on ne va pas stopper le pouvoir qu'on a donné à la FFF de gérer le sport, le football, sous prétexte qu'il y a quelques dérives qui se passent. Aujourd'hui, on a des exemples. Je vous dis, bon,
je ne suis pas bien placé, en tout cas Cyril n'est pas bien placé au vu de son dernier combat, comment ça s'est déroulé au fait qu'il joue, mais cependant, ça ne change pas que sur les 14 combats de MMA qu'il a, il en a 12 qu'il a gagnés en jouant aux jeux vidéo. Quoi. Il ne faisait que ça jouer. Mais je vous rappelle qu'il y a des sports que tout le monde reconnaît pour être des sports et qui ne sont pas aux Jeux Olympiques. Hein. Il y a le MMA, on en a parlé, démonstration seulement. Il y a le karaté, il y a le squash, il y a la pétanque, il y a le golf, il y a le rugby, il y a le polo. Le polo, il a été retiré. Il y a le skateboard. Donc, c'est pas une évidence. Non, mais monsieur Tadi, regardez qui c'est qui vient nous chercher. Moi, quand vous parlez de la pétanque, moi, je vais vous le dire en tant que pas de grand fan de pétanque. Mais si la pétanque est demain avant l'e-sport aux Jeux Olympiques, ça me paraît très logique. J'ai pas de souci avec ça. Mais c'est parce que la pétanque n'a pas les mêmes moyens. Non, mais je veux dire, si on me disait, par exemple, c'est un sport plus historique, ça fait des années qu'ils attendent d'être aux Jeux Olympiques. Ils l'ont été, je crois, quand Paris avait organisé les Jeux Olympiques en 1924. Exactement, bien sûr. Et moi, ça ne me gênerait pas. Je trouve ça tout à fait légitime. Je ne suis pas en train de dire « Hello, c'est moi l'e-sport, je veux passer avant tout le monde, c'est hyper important ». Je ne suis pas du tout dans cette démarche. D'ailleurs, on regarde... Merci. On regarde d'ailleurs de l'argent qui est brassé par notamment l'e-sport. Vous évoquez notamment les 15 millions de dollars. Il y a la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il y a un véritable intérêt, notamment financier, même médiatique, populaire, de pouvoir disposer de cette... si vous voyez le nombre d'emplois qui ont été créés avec l'e-sport aujourd'hui, et malheureusement, vu qu'on est en train de chercher le modèle économique stable, bien évidemment qu'il y a un intérêt, oui, ça c'est sûr et certain. Oui. C'est beaucoup d'emplois qui sont créés honnêtement, mais là où vous avez raison, c'est que sans ce cadre juridique, nous on cherche un modèle qu'on n'arrive pas à créer honnêtement. Et là où je vous rejoins encore une fois, c'est que pourquoi on a appelé ça e-sport, et en fait... Ça existait déjà à mon époque dans les années 2000. Hein. Mais là, ça arrange certaines personnes pour faire du marketing et vendre un modèle qui n'existe pas. Un modèle économique des clubs qui n'existe pas. Aucun club dans l'e-sport n'est rentable. Alors, excusez-nous, on va essayer de se défendre. Au football non plus. Non, mais d'accord, mais c'est pas du tout les mêmes revenus. Il n'y a pas de billetterie, il n'y a pas de droit télé. Et dans l'e-sport, on n'a pas de billetterie, on n'a pas de droit télé. Donc, là, mais c'est depuis qu'il y a des droits télé en foot que les clubs de football sont endettés. Oui, mais ils sont encore en vie. Barcelone joue encore. Il y en a beaucoup qui ont déposé bilan aussi. Ah, mais pas dans les grands clubs. Virginie Bensoussan-Mollet. Ah non? Non, je pense qu'on a tout dit, peut-être quand même pour rassurer les joueurs professionnels. Le législateur est quand même bien là et a créé un contrat de travail ad hoc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes contrats de travail que les joueurs professionnels dans le milieu sportif. Ils sont sous CDD, mais avec des CDD bien particuliers, de 1 à 5 ans maximum, avec beaucoup d'obligations de la part des employeurs. Donc voilà. Selon moi, le cadre juridique existe. Il y a les autorités pour contrôler, notamment une cellule spéciale au ministère de l'Intérieur. Maintenant, c'est le manque de fédération, de toute façon. Voilà, c'est le manque de fédération, là où je suis assez d'accord. Il y a une diversité d'associations. Vous ne parlez pas d'une seule voix, même au niveau européen. Et pour faire entendre... Vous ciblez un problème qui est vraiment clair. Mais il y a Twitch, évidemment, et puis il y a une chaîne qui vient de se créer, qui est une plateforme, plus exactement... Kik. Qui veut faire la concurrence, qui est en train de détourner un certain nombre de gamers professionnels de Twitch vers l'autre. Donc il y a un marché là aussi, il y a des droits. Bien sûr, il y a une concurrence surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Twitch est une entreprise qui a un monopole terrible, qui mérite d'être mis en concurrence autant que la SNCF en France, tout simplement. On a besoin d'un univers concurrentiel à tous les niveaux dans l'e-sport. Mais donc il y a des droits qui sont versés aux gamers. D'accord, je vois où vous voulez en venir. Non, c'est pas des droits télé. Ça, c'est par rapport, en fait, les streamers gagnent de l'argent, en fait, comme s'ils allaient s'exposer à Bercy, sauf que c'est sur Internet. Et les gens payent pour les voir. Mais les clubs ne touchent pas d'argent par rapport à ça. Et c'est un vrai problème. Il n'y a pas de droit télé, il n'y a pas de billetterie dans l'e-sport. Et sans ça, on ne peut pas vivre. La base d'un club de sport, si vous regardez le détail des gains par année d'un club de sport, c'est billetterie, merchandising, et les droits télé, c'est la plus grande part. Et alors, il y a une dernière question qu'on peut se poser quand on n'est pas familier avec tout cela. Et c'est une raison, j'imagine, pour laquelle il y a, je crois, dans ce sondage de 2019, il y avait, je crois, 79% des Français qui considéraient que ça ne devait pas être aux Jeux Olympiques. C'est aussi parce que les gens ne comprennent pas très bien en quoi c'est un spectacle. C'est-à-dire qu'à la limite, joue aux jeux vidéo, à la limite qu'on y fasse des efforts considérables et que ce soit très bon pour le physique et pour le moral, mais qu'on vienne regarder en masse d'autres joueurs jouer, ça paraît pas évident, bien que vous allez me dire, regarder des gens jouer au football et sans y jouer soi-même, ça peut avoir l'air stupide aussi. Absolument, c'est ça, c'est exactement ça la réponse. C'est que au moment où vous voyez... c'est naturel et merveilleux. Au moment où vous voyez tout ce beau monde qui regarde un match de foot,
dites-vous bien qu'il y a quelqu'un, quelque part en France, qui ne comprend pas qu'on soit assis là à regarder 90 minutes où on pousse une balle ronde. C'est comme ça, c'est juste une affaire d'appréciation. Il faut qu'on souffre de laisser certains apprécier leur spectacle. Certains aiment le concert, d'autres aiment le curling. Voilà. Mais voilà, il faut avoir cette liberté-là de s'imaginer que c'est le nombre de spectateurs sur Twitch vous donne juste l'intensité et l'intention des gens qui pourraient être derrière l'écran. Il y a quelques années encore, même quelques mois encore, on se disait, il n'y a personne qui a envie de regarder du MMA. C'est ce qu'on se disait. Aujourd'hui, les droits de télévision du MMA montent pour l'UFC jusqu'à 1,5 milliard. Pourquoi vous croyez que le CIO s'intéresse au MMA? Voilà, c'est que récemment à Bercy, avec juste 4 athlètes français à Bercy, il y a eu quand même 250 000 demandes pour acheter des tickets qui volaient très haut, avec dans la salle plus de 15 000 spectateurs. Donc, il y a toujours des personnes qui, de leur petit niveau sur leur écran, se disent « Moi, j'aime le tennis, je ne comprends pas qu'on nous mette du handball. » C'est normal, mais je ne leur en veux pas du tout. Peut-être parce que, encore une fois, c'est un manque de connaissances que vous évoquiez tout à l'heure. Bien sûr. Tout simplement, en fait, si vous avez fait ce sondage, si vous l'aviez fait auprès du coup des jeunes de 15 à 35 ans, je pense qu'on n'en serait pas à 70%. Évidemment. Mais, bien sûr. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Je vous libère tous les trois. Je garde Virginie Bensoussan-Bollet puisqu'on va aborder maintenant la question des drones et de la police. Mais d'abord, le rappel des titres. Virginie Piboulot. Isabelle Piboulot, pardon. Accident mortel à Villeneuve-d'Ascq ce matin. 4 personnes ont été tuées, dont 3 jeunes policiers. 2 passagers ont été grièvement blessés dans une collision entre un véhicule de police et une voiture. Les premiers éléments confortent l'hypothèse d'un choc frontal. Gérald Darmanin se rendra dans le commissariat de Roubaix demain matin où travaillaient les 3 fonctionnaires. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. En cette fin de week-end de l'Ascension, il y a eu du monde sur les routes. Bison Futé a enregistré plus de 900 km de bouchons cumulés au niveau national en fin d'après-midi. Un dimanche classé noir dans le sens des retours sur tous les grands axes du pays. Les encombrements devraient durer jusque très tard dans la soirée. Et puis en clôture de la 36e journée de Ligue 1, le PSG s'est imposé 2-1 alors que Lens a conforté sa 2e place plus tôt en battant Lorient 3-1. Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. À 23h30, on parlera avec Driss Ghali de la contre-histoire de la colonisation française que vous venez de publier et que vous qualifiez en 4e de couverture d'antidote contre la désinformation et la pensée unique. L'historien Gilles Manceron est arrivé également. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la colonisation, dont Marianne et les colonies, une introduction à l'histoire coloniale de la France. Mais d'abord, on va revenir sur l'utilisation des drones par les forces de l'ordre. La loi les autorise depuis un mois à s'en servir. Mais vous, Jean-Baptiste Souffron, vous avez déposé un recours devant le Conseil d'État au nom de l'Association de défense des libertés constitutionnelles. Vous allez nous dire pourquoi. Virginie Bensoussan-Bollet, vous êtes avocate, vous aussi, et vous êtes l'auteur de Failles de sécurité et violation de données personnelles. Et on a en duplex Philippe Choulous, qui est ex-colonel de gendarmerie, aujourd'hui consultant spécialisé dans le maintien de l'ordre. Est-ce que vous êtes là ? Oui, je vous vois. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de L'Ordre pour la liberté, approche militaire de l'armée connue du maintien de l'ordre. Alors là, ma première question est pour vous. En quoi les drones sont-ils utiles aux forces de l'ordre, que ce soit la police, la gendarmerie ou les douanes ? Les drones sont utiles aux forces de l'ordre au même titre que l'usage de l'hélicoptère qu'on utilise depuis des années. C'est un moyen d'observation et qui permet d'anticiper les troubles à l'ordre public, ou même plus largement les manœuvres d'ordre public, et qui permet de basculer des forces et de faire évoluer les dispositifs. Voilà, c'est tout simplement ça. Et quand évidemment il y a un adversaire, je dirais un peu plus dur, type Black Bloc ou alors des gens qui viennent piller dans les queues des manifestations, ça permet d'anticiper la manœuvre, de prépositionner les forces. Voilà, c'est simplement un moyen d'observation, au même titre que l'hélicoptère, qui
comme l'utilisation de l'hélicoptère doit être évidemment légalement encadrée, qui doit bien évidemment être techniquement encadrée, mais à mon avis, il n'y a pas de question là-dessus. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse, qu'on s'attache au moyen en lui-même plutôt qu'à l'usage qui peut en être fait. Alors Jean-Baptiste Souffron, expliquez pourquoi effectivement ça vous pose problème. Non, en fait, il y a plusieurs recours qui ont été déposés. Ça fait à peu près un mois maintenant que le décret qu'on a attendu pendant 1 an et demi sur les règles qui s'appliquent aux forces de l'ordre qui souhaitent utiliser des drones a été publié. Et si vous voulez, il y a eu un gros débat sur ce sujet pendant plusieurs années avec des censures du Conseil d'État, des débats, une décision du Conseil constitutionnel. Et finalement, on s'était mis d'accord sur un ensemble de règles. La première des règles, c'est que les drones, c'est pas tout à fait comme un hélicoptère, un drone quand même, parce que d'abord, ça vole extrêmement haut et surtout, ça enregistre. Si vous voulez, quand vous positionnez un drone, il peut réussir à filmer sur à peu près 600 mètres de diamètre. Donc, ça fait plusieurs milliers de personnes potentiellement. Avec là, par exemple, sur les drones qui sont déployés en ce moment à Cannes, ils ont des zooms pour le festival. Pour le festival, il y a des zooms qui permettent de zoomer 56 fois. Et en plus de ça, un drone, quand il enregistre, il ne fait pas trop attention à ce qu'il enregistre. Il y a des opérateurs qui sont en plus des gens qui sont bien formés dans les forces de l'ordre, mais si vous voulez, s'il passe devant une fenêtre, par exemple, il va enregistrer ce qui se passe derrière la fenêtre, donc dans l'appartement. Oui, ça c'est la différence avec l'hélicoptère, on pourrait dire. Et on l'a vu pendant le Covid, bien où sûr. les drones ont servi à vérifier que le confinement était bien respecté. Et à l'époque, c'est vrai, il n'y avait pas de réglementation. Exactement. Et depuis que cette réglementation, donc du coup, a fait l'objet d'un gros débat, des règles ont été mises en place. La première de ces règles, c'est que les drones, d'abord, doivent être utilisés en situation d'absolue nécessité. Alors, ça ne veut pas dire quand les forces de l'ordre sont en danger, etc. Ça reste jusque-là. Mais c'est plutôt pour dire que, en fait, si on peut faire autrement, on évite les drones. Si vous avez des caméras dans la rue, si vous avez des forces de l'ordre en nombre suffisant, s'il n'y a pas de point chaud, vous voyez, bon, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on irait déployer un outil qui, certes, est très moderne, enfin, on est en 2023, je pense que personne ici va expliquer que les forces de l'ordre ne peuvent pas utiliser des drones, si vous voulez, ce n'est pas le débat aujourd'hui, c'est plus le comment. Donc déjà, il faut que ça soit vraiment quelque chose qui soit utile aux forces de l'ordre pour qu'on accepte de l'utiliser. Je vous interromps pour Virginie Bensoussan-Brûlé, puisqu'on va les énumérer, hein, les conditions justement de cette nouvelle réglementation. Vous êtes d'accord ? Alors moi, à titre préalable, je voulais dire que j'étais d'accord avec votre autre invité. Pour moi, c'est un non-sens d'attaquer la technologie elle-même. La technologie, elle est par définition neutre. Quand bien même les drones, par rapport à la vidéoprotection, puisque finalement c'est plutôt par là que la ressemblance peut se faire, a effectivement des spécificités que vous avez rappelées, c'est-à-dire une zone géographique couverte très importante et surtout la capacité de se déplacer et donc de suivre les cortèges. Mais la technologie en tant que telle, elle est neutre. Ça, c'était mon premier point. Et le deuxième point qui est plutôt juridique, où je ne rejoins pas la position des associations Adélico et la Quadrature du Net, c'est d'indiquer que la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui imposerait que le recours à la captation des images par drone ne puisse se faire qu'en cas de nécessité absolue. Et que par la suite, lors par exemple des manifestations du 1er mai, on n'aurait pas été dans cette nécessité absolue. Mais là, et je pense qu'avec mon confrère, on va pouvoir échanger sur ce point, c'est partir du principe que les images, en réalité, qui vont être captées par le drone, vont permettre indirectement de connaître l'opinion syndicale, l'opinion politique, voire dans certaines manifestations, les convictions religieuses des manifestants. Et s'il y a un traitement de telles données qui est réalisé, effectivement, il est qualifié de sensible. Et alors, les textes, parce que la réglementation existe, imposent de n'y recourir qu'en cas de nécessité absolue. Mais en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, avec la vidéoprotection ou aujourd'hui avec les drones, c'est que les images que l'on récupère, finalement, c'est indirectement qu'elles vont révéler les convictions religieuses, les opinions politiques ou les opinions syndicales des manifestants. C'est déduit intellectuellement. Il n'y a pas de fichier derrière qui est réalisé sur telle personne à cette manifestation a telle conviction religieuse, opinion syndicale ou opinion politique. Donc en réalité,
il me semble que l'argumentaire juridique qui est utilisé par ces associations dans le cadre de leur recours devant le Conseil d'État sur la directive police-justice, mon confrère l'abordera, je pense, n'est pas le bon texte. Aujourd'hui, ce ne sont pas des données sensibles, ce sont ce qu'on appelle des données à caractère hautement personnel. Elles doivent être protégées par des garanties appropriées et il me semble que la réglementation telle qu'elle existe, la loi, validée par le Conseil constitutionnel, le fameux décret pris après avis de la CNIL, permet ces garanties appropriées. Vous ne le pensez pas? Écoutez, c'est pas tellement ça. Moi, je vais être extrêmement concret. Je pense que c'est une erreur et que ce qui vient d'être dit est faux. Ne serait-ce que parce que vendredi dernier, nous avons fait condamner le procureur général de Lille pour avoir constitué justement des fichiers à caractère politique sur les manifestants au cours des manifestations à Lille. C'est ça le problème, c'est que quand vous filmez une manifestation, bien sûr que c'est politique et que l'usage qui en est fait peut être illégal et que l'État a déjà été condamné là, en ce moment, récemment, pour l'avoir fait. Et dans des termes qui ont été très durs de la part du juge du tribunal administratif, qui a dit que c'était vraiment quelque chose qui était grossièrement irrégulier. Si vous voulez, on est dans une situation où le drone va filmer. Un drone, vous ne le voyez pas. Vous ne savez pas que vous êtes filmé. Sachez que normalement, c'est prévu par la loi et on doit en faire état. Alors, ça peut être qu'un tweet. C'est tout le problème. Mais on doit en faire état, on doit savoir qu'on va être filmé. Comprenez-moi. Ici, les caméras sont peut-être à quoi? À 20 mètres, 25 mètres? Non, beaucoup plus. Même, voilà. Mais ce drone, il va être à 600 mètres de vous. À 600 mètres de vous, il va vous identifier parfaitement. Comment voulez-vous avoir conscience que vous, vos amis, votre famille êtes en train d'être filmé dans une manifestation où vous exprimez votre opinion politique, peut-être avec une pancarte, on a été normalement averti par tout moyen approprié. Parce que vous êtes sur Twitter. Ce que disait la CNIL, c'est qu'il fallait un avertissement sonore sur le lieu d'enregistrement. Jusqu'à présent, ça n'est pas fait. Et un avertissement visuel sur le lieu d'enregistrement, c'est-à-dire tout bêtement un panneau. Ah mais écoutez, si on commence à prévenir les gens, mettre des panneaux et leur dire « attention, on va vous enregistrer », je pense que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Tout ce qui est en train de se faire, et c'est d'ailleurs ce qu'a reconnu le ministère de la Justice devant le Conseil d'État, ce qui est en train de se, enfin le ministère de l'Intérieur, ce qui est en train de se passer, si vous voulez, c'est aussi que, bien, on voit bien que les forces de l'ordre essaient un petit peu la technique du fait accompli, comme ce qu'elles font depuis 3 mois dans plein de domaines pour ce qui concerne les libertés publiques. Elles essayent de tirer la corde au maximum sur ce qu'elles peuvent. Elles se font taper sur les doigts et c'est pour ça que vous avez des décisions de tribunal administratif qui invalident l'usage des drones. Par exemple, à Rouen, le préfet voulait utiliser les drones pour filmer une manifestation qui était de nature simplement des conférences et des pique-niques dans la forêt. Ça n'a pas lieu d'être. Enfin, il faut savoir raison garder, et c'est juste ça. Il s'agit d'être. Je rappelle que dans la loi, l'utilisation des drones est soumise à autorisation des préfets. On ne peut pas spontanément utiliser des drones, comme le demandaient les forces de l'ordre, d'ailleurs. Ça a été retoqué. Et c'est justement ça, c'est très important. Et il faut savoir aussi que c'est limité dans le temps et dans l'espace, quand ils en ont la possibilité. On leur dit que ça sera jusqu'à tel moment et pas plus tard, que seuls les personnels habilités pourront les consulter, que les images seront gardées seulement 7 jours avant d'être détruites, sauf en cas d'enquête judiciaire. La parole est à vous, Philippe Chelou. J'écoute avec attention et bien évidemment, je crois qu'on se rejoint sur un point, c'est que ce n'est pas le moyen en tant que tel, c'est bien l'usage qui en est fait. Moi, j'aurais plusieurs observations. Alors d'abord, sur le fait que les drones peuvent enregistrer de très loin. Les hélicoptères aujourd'hui, les hélicoptères de la gendarmerie notamment, sont équipés de moyens optroniques d'excellente définition. Alors évidemment, on voit l'hélicoptère, mais c'est pas quelque chose de nouveau, c'est parfaitement maîtrisé. Ça n'a jamais donné lieu à un usage qui ne soit pas approprié. Donc je crois que là-dessus, on peut aussi avoir un retour d'expérience et on part pas complètement de zéro. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en termes de... Ce qu'il faut bien comprendre, alors moi je suis un peu le technicien là-dedans, dans cette affaire, et je crois que... alors, monsieur le maître... je suis désolé, j'ai oublié votre... Souffrons. Voilà, disait la police tente et la gendarmerie tente de pousser... Non, je crois que dans tout moyen nouveau, moi, à Valenciennes, je travaillais avec monsieur de Montgolfier, qui était le procureur, qui me disait « Mais mon capitaine, allons à la jurisprudence ».
quand il y a les nouvelles règles Schengen. Allons à la jurisprudence pour voir. Voilà, c'est pas forcément, faut pas voir quelque chose. Ben, on emploie, oui, parce que c'est quelque chose qu'on a eu les moyens. On a fait les expérimentations, notamment au Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie à Saint-Astier. C'est un moyen qui est maîtrisé. Il n'y a aucun enregistrement, il n'y a pas de déviance. Voilà, bon, on les utilise dans le cadre de la loi. Et puis parfois, tout n'est pas prévu par la loi. Je crois qu'il faut pas. Et puis dernier point qui est très important, je crois qu'il faut avoir aussi une vision globale et voir ce qui est positif dans l'utilisation de ce type de moyens. Et ce qui est positif, et là je pense qu'on va se mettre d'accord, c'est aussi par exemple d'économiser des moyens et de ne pas avoir recours à des moyens qui sont parfois discutables. Je veux dire, si on a une vision globale d'une manifestation, de là où peuvent être les points durs, ça permet de faire des bascules de force, de faire des manœuvres qui permettent d'utiliser au mieux des forces qui sont réduites ou qui sont spécialisées, type gendarmerie mobile, compagnie républicaine de sécurité, et de ne pas engager, comme on le fait actuellement, des pléthores d'effectifs, notamment des unités non spécialisées, qui parfois, elles, posent problème. Vous parlez de la BAC? Oui, je parle des BAC qui sont d'excellentes unités, mais qui ne sont pas faites pour ça, clairement. Et vous savez, moi je suis breton, et en Bretagne, on a un proverbe, on dit boulanger, pâtissier, mauvais pain, mauvais gâteau. Voilà, je crois à la spécialisation, je crois au métier, moi, et je crois qu'il faut effectivement utiliser des unités spécialisées, et que l'usage du drone peut effectivement rationaliser de manière considérable les effectifs et privilégier l'emploi des forces spécialisées sur les forces non spécialisées. Dernier petit détail, sans prendre trop de temps, je crois aussi qu'il ne faut pas se focaliser sur le moyen, mais bien sur l'usage qui en est fait. Alors je ferai un parallèle avec les lanceurs à balles de défense de type flashball qui ont été très discutés pendant la crise des Gilets jaunes, et tout le monde a focalisé sur le moyen. Mais en fait, le moyen, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le flashball a été utilisé par des gens qui n'étaient pas formés, en contre-indication des distances prévues par le fabricant et de façon extrêmement limite au regard du cadre légal. C'est ça le problème, c'est pas le moyen en soi, c'est bien l'usage qui en est fait, l'encadrement juridique, la discipline de tir, c'est tout ça qui est derrière. Voilà. Donc je crois qu'on peut voir aussi dans l'avènement des drones quelque chose de positif qui permet finalement d'avoir une plus grande professionnalisation mais alors, justement, on n'a pas autorisé la police municipale à les utiliser, les drones. Pourquoi ? Alors effectivement, c'est une des censures du Conseil constitutionnel, en tout cas dans cette loi-là, ce n'est pas celle sur les JO, pour pas non plus que peut-être le grand public confonde. On est vraiment sur une loi qui s'appelle Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure et qui est sur l'usage des drones par les forces de police, les forces de l'ordre. D'ailleurs, ça peut être la police, la gendarmerie nationale, mais aussi les douanes et les armées, dans des circonstances particulières sur lesquelles la police municipale, a priori, n'avait pas compétence. Mais je voulais rappeler quelque chose au niveau des garanties appropriées pour qu'on rassure quand même nos téléspectateurs, parce que ces outils, ces technologies, elles sont avant tout faites aussi pour protéger les victimes, et notamment les enregistrements et les transmissions des images en temps réel au centre de commandement, et leur durée de conservation, certes limitée compte tenu de nos règles de droit, permet aussi aux victimes de récupérer les enregistrements et de se défendre et de faire valoir leurs droits. Mais au niveau des garanties appropriées, le son n'est pas capté, ce qui est quand même important à préciser pour nos téléspectateurs. On ne peut pas, ces drones-là n'embarquent pas, en tout cas dans cette réglementation, n'embarquent pas de technologie de reconnaissance faciale et donc des données biométriques. Et non plus, il est interdit aux forces de l'ordre qui récupèrent les images captées par les drones de faire des rapprochements, des mises en relation automatisées avec d'autres fichiers. Donc, moi, j'insiste, les garanties appropriées, elles existent. Il n'y a pas d'atteinte à la vie privée et il n'y a pas d'atteinte disproportionnée aux droits et libertés individuelles et collectives, telle que la réglementation, elle existe. Derrière, s'il y a des débordements, s'il y a des déviances, un non-respect de la réglementation, alors oui, ça sera le rôle du juge et probablement de la CNIL, qui pourra, si elle le souhaite, diligenter des contrôles au sein du ministère de l'Intérieur, de regarder les fameux cas d'usage.
Dans le cas de l'atteinte à la vie privée, qui inquiétait beaucoup les associations aussi, il n'y a pas le droit de filmer à l'intérieur des domiciles, ni l'entrée des immeubles, de façon à ne pas pouvoir savoir si les gens rentrent ou sortent, comme on le faisait au moment du confinement. Mais Frédéric Tadei, ce sont des garanties de papier. C'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui. C'est qu'actuellement... Ça s'appelle la loi. Mais oui, mais c'est une loi que les forces de l'ordre et les préfectures, et surtout le gouvernement, ne souhaitent pas respecter. Et c'est très inquiétant, c'est que tout ça s'inscrit dans un contexte, depuis plusieurs mois, si vous voulez, où régulièrement le gouvernement prend des mesures dont il sait qu'elles sont illicites, en attendant une éventuelle censure des tribunaux. On n'a jamais vu ça. C'est exactement, si vous voulez, comme l'interdiction des sifflets, l'interdiction des cartons rouges, ce genre de choses. Dans ces conditions, on peut bien mettre des réserves. Par exemple, quand on vous dit que ça n'enregistre pas trop longtemps et qu'après on va effacer. C'est vrai, sauf si ces images sont ensuite transférées dans le cadre d'une procédure judiciaire, parce que dans votre domicile, on a repéré peut-être quelque chose. Alors à ce moment-là, 48 heures pour le décider. Si c'est décidé dans les 48 heures, ça sort, ça rentre dans un autre système, et à partir de là, vous n'avez plus de garantie. Et pour réussir à obtenir les images, savoir ce qui s'est passé, bon courage à vous. Bon courage à vous. Et surtout, vous ne savez pas comment ça sera traité et de quelle façon. Il y a dans cette histoire de drone, si vous voulez, depuis longtemps, et c'était le sujet des débats initiaux, une finalité, un objectif qui est recherché par les forces de l'ordre avec ces drones. C'est de pouvoir enregistrer des stocks d'images pour ensuite faire des recherches de preuves a posteriori. Ils ont repéré un incident, il y a quelque chose qui les embête, ils ont vu un truc, et donc ils veulent pouvoir se les repasser, les revisionner, etc. Et ensuite reconstruire une chaîne de preuves pour pouvoir ensuite démontrer un incident. Or ça, ce n'est pas une finalité qui fait partie de celles qui ont été autorisées ni par la directive police-justice, ni par le décret. Et pourtant, on voit bien que c'est vers ce genre d'usage, c'est-à-dire vers une espèce de police de la reconstitution a posteriori à partir de choses qu'on a enregistrées. Et ça, c'est quelque chose qui, normalement, devrait inquiéter. Surtout quand, en fait, bien sûr, vous pouvez saisir un tribunal administratif. Sauf que prenez l'exemple ce matin. Vous avez une manifestation organisée encore au Festival de Cannes, à 10h. De 10h à midi. Eh bien, l'arrêté interdisant la manifestation est tombé à 10h. Comment vous faites pour saisir le tribunal administratif à 10h quand vous êtes déjà en train de manifester ? Vous faites quoi ? Vous faites rien et vous ne pouvez pas le saisir. Et même si vous arrivez à le saisir, il vous répondra qu'il ne peut pas se prononcer en temps utile. C'est ça la réalité de l'effectivité de la garantie des droits aujourd'hui en France. Et on est obligé d'interpréter le code, les règles qui s'appliquent aux forces de l'ordre comme à tout le monde dans ce contexte. Et ce qui est en train de se passer, c'est que cette pratique qui est inadmissible, personne ne conteste que les forces de l'ordre aient besoin de drones en 2023. Enfin, c'est comme si on leur disait qu'il ne faut pas qu'elles aient de téléphone portable ou qu'il faut revenir aux calèches et aux chevaux. On n'en est pas là. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est avoir une confiance qui se construise. Et cette espèce de pratique comme ça, de coup de boutoir contre simplement des garanties très simples, des choses toutes bêtes, le droit de manifester en France, le droit d'exprimer une opinion politique contraire. Bien, ces choses-là, en fait, le fait de les attaquer de cette façon, et aussi frontalement, et d'aussi mauvaise foi, pardonnez-moi, eh bien, je pense que ça développe une méthode qui relève de l'arbitraire et qui commence à émousser la confiance qu'on peut nous-mêmes avoir dans le dispositif. Et on a besoin d'avoir confiance. Quand je vois un policier avec une arme à feu, je ne m'imagine pas qu'il va me tirer dessus. Pourquoi ? Parce que cette arme, elle est réglementée, parce qu'il y a une habitude, parce que j'ai confiance. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que quand des policiers viennent filmer avec des drones, ce qui est peut-être légitime, c'est pas le sujet. De toute façon, aujourd'hui, ils existent, mais il faut qu'on leur fasse confiance. Cette confiance, aujourd'hui, eh bien, les arrêtés tels qu'ils sont pris, et ils sont en décalage avec le décret, ils sont illicites, ces arrêtés eh bien, ne permettent pas de créer la confiance. Alors, je précise que ces drones, cette loi ne s'exerce pas seulement dans le cadre des manifestations, bien entendu. Ça en fait partie. La sécurité des manifestations fait partie des occasions où la police, où les forces de l'ordre peuvent demander l'usage du drone, l'autorisation de les utiliser, et pour un temps limité, sur une surface limitée également. Mais il y a aussi la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux exposés. Il y a la prévention des installations publiques et de leurs abords immédiats lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation. On se souvient que c'était arrivé pendant les Gilets jaunes. Il y a la prévention du terrorisme. Il y a la régulation des transports lorsqu'il y a un enjeu de sécurité. Là, c'est quoi ? Oui, là, juste, si vous me permettez 2 secondes. Je pense que les associations dont on parle aujourd'hui, Adélico, la Quadrature du Net, elles sont très focalisées sur le droit de manifester, qui serait
un des droits fondamentaux qui serait... c'en est un. Oui, mais qui serait systématiquement combattu. Je précise, juste, et pardon de vous interrompre, dans l'opinion, il y a eu le sondage sur les Français, le libéralisme, comme chaque année, et plus de la moitié des Français trouvent que le droit de manifester est réduit, et de plus en plus réduit. On va revenir finalement à une de nos principales libertés, qui est la liberté d'aller et venir de manière anonyme. C'est celle-ci, notre principale liberté, aux côtés de la dignité numérique, dont on parlera certainement un peu plus tard dans votre émission. Prenons la liberté d'aller et venir de manière anonyme. Quand je sors de chez moi, en tout cas pour les personnes privées, pour les personnalités publiques, les choses sont un petit peu différentes. Je me déplace de manière anonyme, je suis dans un cadre privé, même si je suis sur la voie publique. Et pourtant, j'ai de la vidéoprotection. Et là, pour vos téléspectateurs, je souhaiterais préciser qu'auparavant, on parlait de vidéosurveillance. Le Français ne veut pas être surveillé, le Français veut être protégé. D'où les réglementations qui a changé le terme pour passer de vidéosurveillance, qui est toujours le cas dans l'entreprise, mais sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, on est sur de la vidéoprotection. Donc c'est bien, il suffit de changer le mot et hop. Mais c'est pour montrer que finalement, c'était donc ce qu'on a accepté pour la vidéoprotection. Aujourd'hui, il y a une acceptabilité sociale très importante. C'est qu'on a vu aussi le bénéfice pour les victimes de pouvoir bénéficier de ces enregistrements qui, eux, peuvent être conservés jusqu'à 30 jours. Donc, beaucoup plus longtemps que dans le cadre des images captées par les drones. Et en réalité, il faudrait qu'on ait une position médiane, en fait, même si je comprends que peut-être ce soir, avec ces associations, comme elles sont en contentieux, on n'y arrivera pas, mais essayons d'avoir une position médiane en se disant que la technologie est neutre. On a d'un côté les libertés fondamentales, la sécurité, en rappelant que le Conseil constitutionnel, le 17 mai, donc il y a à peine quelques jours, a rappelé que la prévention de l'atteinte à l'ordre public constitue un objectif à valeur constitutionnelle, et en ça a validé la loi Jeux Olympiques Paralympiques 2024, et que donc il faudrait qu'on trouve finalement une triangularité, qu'on rajoute la dignité. Parce que ça, c'est notre principal droit. À nous, Européens, dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1er, c'est le respect de la dignité humaine. Eh bien, essayons tous ensemble, avec le législateur, avec la CNIL, qui a un rôle extrêmement important à jouer, avec les juristes, avec les associations, parce que on a néanmoins besoin d'elles, elles font bouger les choses, de mettre au centre des libertés et de la sécurité le principe de dignité numérique où chacun pourra faire respecter ses droits en pensant quand même toujours que il y a la victime aujourd'hui et qu'elle va pouvoir bénéficier de ces images dans le cadre notamment de procédures judiciaires, et elle aura enfin la preuve dont elle a généralement besoin, parce que sinon c'est parole contre parole. J'ajoute juste, et je vous donne la parole, je rajoute juste pour finir, les forces de l'ordre pourront utiliser des drones également pour la surveillance des frontières et le secours aux personnes. Très vite, parce qu'il nous reste 3 minutes. Oui, mais je pense que le point qui est important aussi, c'est celui de la sécurité juridique, en fait. Les gens ont passé un temps long à débattre de la réglementation de ces drones, à la fois pour eux en être protégés et pour permettre aux forces de l'ordre de les utiliser. Or, ce qui se passe, c'est qu'on est avec un gouvernement qui, aujourd'hui, ne respecte pas la propre loi qu'il a faite passer. C'est ça la difficulté. C'est ça qui est difficile, si vous voulez, à comprendre. Et c'est pour ça que les règles... il faut compter sur ceci, mais quelqu'un qui serait filmé par erreur dans une manifestation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir la Ligue des droits de l'homme, il va aller voir le syndicat des avocats de France, il va se retourner tout seul. On en est à quasiment une condamnation de l'État par semaine depuis plusieurs mois sur ces sujets. Les personnes qui apparaîtraient dans les images disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement. Ah non, c'est prévu? Non, pas sur les vidéos de drones. Pas sur les vidéos de drones. Non, justement. Et de la même façon, sur les vidéos de drones, ils ne peuvent pas non plus les consulter pour savoir ce qui s'est passé, comme ce serait le cas sur une image de vidéoprotection. Précisément. On est vraiment sur quelque chose, si vous voulez, qui change tellement la manière de surveiller les manifestations, mais aussi les rodéos urbains, par exemple. Si vous prenez les rodéos urbains, qui va dire que les drones ne sont pas un outil efficace contre les rodéos urbains? Pas moi. Mais à ce moment-là, de 19h à 23h, quand le rodéo urbain a lieu, pas pendant 3 mois, toute la journée, au moment où des gens viennent faire leurs courses, passent, emmènent leurs enfants à l'école, etc. Or, c'est ça qui est dans les arrêtés aujourd'hui, si vous voulez. Mais contraire à la loi, puisque la loi dit que ça doit se faire en un temps donné et sur une surface donnée. Tout ce que demande la Ligue des droits de l'homme, tout ce que demande, on est quand même nombreux, plus des requérants personnes physiques, plus maintenant des tribunaux administratifs qui nous donnent raison.
Tout ce qui est demandé, c'est juste que les forces de l'ordre respectent la loi, comme elles le font régulièrement avec les grenades lacrymogènes, etc. En plus, il faut le dire, les gens qui s'occupent des drones sont des policiers qui sont en général très bien formés et qui ne demandent qu'une chose, justement, c'est qu'on leur donne des consignes claires. Alors, Philippe Cholous, dernier mot, il nous reste qu'une minute. Oui, non, simplement en une minute, je crois que je comprends bien le souci de Maître Souharon, mais je crois qu'il ne faut pas mésestimer le fait que... Alors, bien évidemment, il y a une pratique qui va nécessiter d'être mise en place. Il y aura évidemment des plaintes, il y aura des arbitrages, bien évidemment, il y aura une jurisprudence. Mais je crois quand même que c'est des choses qui sont commandées et contrôlées. Je crois que la majorité des policiers et des gendarmes sont des gens légalistes. Alors évidemment, il y a le problème du C2, ce qu'on appelle nous le C2, le commandement et le contrôle, effectivement, effectif, qui demande sans aucun doute à être affiné. Mais je ne crois pas que l'institution policière ait vocation ni envie de surveiller ses compatriotes. Je ne crois pas. Voilà. C'est vraiment pas l'idée. Et je crois que là-dessus, on a différentes appréciations, mais j'ai servi pendant 36 ans en gendarmerie, j'ai jamais vu de ce type de comportement, bien au contraire. Voilà, donc... Merci Philippe. Merci Philippe Cholous. Je vous libère par la même occasion. C'est le rappel des titres Isabelle Piboulot. Et on s'intéresse ensuite à cette contre-histoire de la colonisation française signée par Driss Ghali. À l'issue du sommet du G7 au Japon, Emmanuel Macron s'est rendu en Mongolie où il a promu un partenariat axé sur l'énergie. Une première pour un président français. Une visite symbolique dans ce pays enclavé entre la Chine et la Russie. Emmanuel Macron a partagé à son homologue mongol sa détermination à soutenir l'Ukraine. La France multiplie les efforts pour parler aux pays qui n'ont pas clairement condamné l'invasion russe. Elisabeth Borne présidera demain une réunion de travail du Conseil national de la transition écologique. La Première ministre dévoilera son plan d'action secteur par secteur pour accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. Des efforts seront demandés tant aux particuliers qu'aux gros pollueurs. L'Hexagone entend atteindre 270 millions de tonnes équivalent CO2 en 2030. Joe Biden et le chef républicain Kevin McCarthy se rencontreront demain afin de poursuivre leurs négociations sur le plafond de la dette américaine. Washington ne peut pas continuer à dépenser l'argent que nous n'avons pas, a déclaré Kevin McCarthy. Il ne reste que 10 jours aux deux parties pour trouver un accord et permettre à l'Amérique de continuer à payer ses factures. Driss Ghali, vous venez de publier une contre-histoire de la colonisation française, un livre politique salué en tant que tel par l'historien Marcel Gauchet, qui vise, je cite Marcel Gauchet, à permettre aux citoyens de se former un jugement éclairé sur une question contentieuse entre toutes et embrouillée à souhait par des partis pris passionnels. Alors face à vous, il y a un autre historien, c'est Gilles Manceron, à qui l'on doit de nombreux livres sur la colonisation, dont Marianne et les colonies, une introduction à l'histoire coloniale en France. Alors en quoi votre livre, à vous, est-il une contre-histoire de la colonisation ? Parce que tout en éludant aucune question, il montre une ambivalence de la... non, tout n'était pas noir. Et quand on compare avec ce qui se passait avant l'arrivée des Français, en plus, vous dites c'est presque quand même un progrès. Disons que mon livre apporte une vision qui n'est pas du tout dans le jugement. Je ne me mets pas à la plus haut que Lyautey, que la Troisième République, ni plus bas. Je ne veux pas juger les gens du FLN qui ont massacré des Français pour libérer leur pays. J'essaie de comprendre les passions des hommes qui ont expliqué cette histoire, cette idée complètement tordue qui était la colonisation. Oui, pour vous, c'est une idée tordue au départ, la colonisation. Et d'ailleurs, l'invasion de l'Algérie en 1930 n'obéissait à aucun plan, aucune doctrine. On a répondu, dites-vous, à une tentation. C'était facile, on l'a fait. C'était pas réfléchi. C'est seulement après la perte de l'Alsace-Lorraine, en fait, que là, tout à coup, sous la Troisième République, on va en faire une doctrine. Et d'ailleurs, l'empire colonial français va considérablement s'agrandir à ce moment-là au Maghreb, en Afrique et en Indochine. Mais pour vous, on n'en avait pas les moyens, ni humains, ni financiers. D'où l'idée tordue. Idée tordue, bien sûr, parce que la France a en quelques années englouti des millions de kilomètres carrés, 50 millions d'habitants. Elle n'avait aucune doctrine. Elle ne savait pas quoi faire. Comment les gérer ? Est-ce qu'il fallait les gérer selon la loi française, selon la charia ?
selon les lois indo-chinoises, anamites, comme on disait à l'époque, est-ce qu'il fallait leur enseigner le français? Est-ce qu'il fallait les soigner ou pas? Est-ce qu'il fallait leur donner des papiers français ou pas? Comment leur emmener l'eau, l'électricité? Est-ce qu'il faut les vacciner? Tout ça, toutes ces questions n'ont même pas été posées. On a répondu à une pulsion, à plusieurs pulsions, deux principales. La douleur de la perte de l'Alsace-Lorraine a fait que la Troisième République devait faire quelque chose, parce qu'elle est née de la perte de l'Alsace-Lorraine. C'est un régime qui est né d'un avortement. C'est terrible, c'est un crime originel. Et donc, traumatisés par les Prussiens, nous sommes partis traumatiser les Africains, les Maghrébins, les Indochinois, et pour montrer le génie français. Parce que le français était réduit, humilié aux yeux des seuls êtres humains qui comptaient à l'époque. On est au 19e siècle. Les seuls êtres humains qui comptaient à l'époque, ils étaient entre Moscou et San Francisco. Le reste du monde, c'était des arriérés. Et donc la France était humiliée auprès des Anglais, des Prussiens, des Américains, des Russes. Donc elle a montré, en refaisant Marrakech, en conquérant Bamako, Madagascar, elle a montré son génie. Et la deuxième pulsion à laquelle la Troisième République a répondu brillamment, d'un point de vue tactique, réconcilier les Français. Parce que la France était au bord de la guerre civile. Vous aviez les monarchistes, qui étaient très nombreux, peut-être la majorité. Vous aviez les républicains. Ils ne s'aimaient pas. Vous avez les problèmes religieux. On est avant 1905, et on a dit à tout le monde, allez aux colonies, et vous allez oublier les querelles françaises. Très peu ils sont allés. Hein. Tout à fait. Mais juste important, parce que c'est important dans votre livre, et je donnerai la parole à Gilles Manceron, vous dites qu'au fait, on oublie toujours ce qu'il y avait avant que la France colonise, aussi bien au Maghreb, en Afrique ou en Indochine, et avant, c'était vraiment pas jojo. Et donc, en ce sens, à vos yeux, ça a constitué une forme de progrès. De toute façon, on peut pas... il est évident que la France n'a nulle part interrompu un jardin de l'Éden ou un paradis ou une grande civilisation dans sa floraison. Tous les pays étaient des pays problématiques. D'ailleurs, s'ils ont été conquis, c'est parce qu'ils étaient faibles et divisés, très divisés. L'Algérie, très divisée entre les Berbères et les Arabes, les tribus arabes. Le Maroc, c'était extrêmement divisé. L'Indochine, entre les Cambodgiens, les Khmers qui n'aimaient pas les Vietnamiens, les Anamites, comme on disait à l'époque, et vous aviez une insécurité incroyable dans toute l'Afrique. Au Maroc, c'était un coupe-gorge, toute l'Afrique du Nord. L'Indochine, c'était pas joli. Vous aviez les pirates chinois qui rasiaient les paysans indochinois, et le droit des femmes. Il n'y avait pas de droit des femmes. La colonisation, avec tout, moi je dis dans le livre que c'est un crime, avec tout son aspect négatif, a libéré les femmes. Les femmes musulmanes, les femmes... Vous dites plus que ça a apporté la sécurité, que ça a apporté... Les routes n'étaient pas sûres. Je vais vous donner un exemple. Le sultan du Maroc, on ne parle pas de n'importe qui, en 1912, durant une grande partie du 19e siècle, ne pouvait pas aller, le sultan, de Marrakech à Fès. Il ne pouvait pas. Il devait acheter le chemin, payer un péage aux pirates ou faire un grand détour. Le sultan, alors imaginez le commerçant, petit paysan marocain, parce que nous étions dans des régimes effondrés. Il y a des exceptions. Il y a des endroits où la France a dérangé des processus qui étaient de consolidation nationale, à Madagascar, un peu au Vietnam. Mais partout, elle est rentrée dans des terres malheureusement désolées. Et de toute façon, si colonisation ou pas, tous ces pays-là auraient eu un rendez-vous avec la révolution industrielle, avec la modernité, qui est un traumatisme. On n'a pas fait le... Mais qui serait arrivé plus tard, d'une certaine manière. Alors, quel est votre avis à vous, Gilles Manceron? Est-ce que la France a donné une unité territoriale et des frontières claires à des peuples qui n'en avaient pas et qui étaient en proie aux guerres intestines, au sous-développement, à la misère? Il est vrai qu'il ne faut pas décrire la situation précoloniale comme une sorte de jardin d'Éden où tout se passait bien avant d'être troublé par... l'entrée des colonisateurs. Il y avait un certain nombre de problèmes dans ces pays. Le livre de Driss Ghali me semble intéressant par ses réflexions sur tel ou tel point de l'histoire coloniale française, et il y a des remarques, des réflexions intéressantes. Je suis un peu intrigué par l'idée de contre-histoire, parce que votre livre serait dirigé contre quelle forme d'histoire officielle. À certains moments du livre, on dit c'est l'éloge des bienfaits de la colonisation que vous voulez combattre, en montrant qu'elle a été criminelle dans bien des cas.
Donc, je ne sais pas contre quoi il est dirigé. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il y a une histoire officielle aujourd'hui? Ce que dit aussi Marcel Gauchet. Je le citais parce que c'est lui qui m'a donné envie de lire votre livre. Et c'est vrai que lui a l'air de dire qu'il y a des partis pris professionnels pour et contre, d'ailleurs, la colonisation. Moi, je fais une contre-histoire contre deux histoires. Une hégémonique qui est l'histoire écrite par la gauche récente, parce que la gauche a été coloniale jusqu'aux années 56, 57, 58, 59. Mitterrand était ministre de l'Intérieur en Algérie pendant qu'on torturait. Et Guy Mollet, le président du Conseil, était socialiste. Voilà. Donc, l'histoire de la... moi, j'ai écrit une contre-histoire contre cette histoire-là, de cette gauche-là, qui a fini par dégoûter les Français d'eux-mêmes. De dire, nous sommes tous des descendants de génocidaires, d'esclavagistes, nous avons fait ceci, cela, la torture en Algérie, tout ça. Et cette histoire-là empoisonne les relations entre les communautés en France. Parce qu'on ne peut pas faire le vivre ensemble, comme moi j'appelle de mes voeux, si ton grand-père a tué ma grand-mère ou m'a volé mon truc. Non, on est entre frères de toutes les races, de toutes les confessions en France. La France est déjà un pays multiconfessionnel, multiracial. On a intérêt à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Et j'ai fait une contre-histoire contre les illusions lyriques de la droite qui nous dit 10 000 kilomètres de chemin de fer en Algérie, 5 000 hôpitaux, mais ça, c'est... Et je dis, ça n'a pas été suffisant. C'est bien, il ne faut pas cracher, il ne faut pas être ingrat. Oui, ça c'est important parce que vous dites la colonisation n'a pas enrichi la France, non. Mais on y a dilapidé les deniers publics, les ressources humaines, ça a été un gouffre économique, des entreprises et des individus, aussi bien français qu'indigènes, en ont profité, mais pas la France. On n'y a rien gagné sur le plan collectif. Mais en même temps, ça n'a absolument pas profité, sur le plan économique, ça n'a pas profité à la plupart des habitants de ces colonies. Tout à fait. Nous avons livré des pays au tiers-monde. En 60, 62, à la Libération, nous avons livré des économies extrêmement sous-développées. Nous avons livré des habitants, des civils qui étaient largement largués par la France, par les dispensaires. Le taux de scolarité était très bas. Même en Algérie, on a mis le paquet, à cause ou grâce à la guerre civile. Vous aviez des taux de vaccination qui étaient très bas. Mais pourtant, vous dites aussi que c'est aussi la France qui a apporté les vaccins, qui a permis de guérir en partie du paludisme, de la lèpre, de la peste. Tout à fait. Et c'est là aussi que je fais une contre-histoire. Parce que je fais une contre-histoire des dogmatismes et des idées abstraites. Parce que c'est très facile de dire la France n'a pas assez investi dans ses colonies. C'est vrai, mais la France, c'est Paris, c'est les ministères. Mais ce ne sont pas les Français. Vous avez des médecins coloniaux comme Dumas, comme Girard et Robic, comme Marchou, qui ont sacrifié leur carrière pour soigner les Africains. Ils voulaient faire les colonnes mobiles pour aller chercher les Africains dans la brousse pour les soigner. Et là, la hiérarchie a dit, mais attendez qu'ils viennent au dispensaire. Ils leur ont dit, ils vont mourir. Ces gens-là ont sacrifié leur carrière. Ils ont soigné des millions de gens, finalement. Et ça, c'est aussi la colonisation. Vous avez des enseignants, laïcs ou protestants ou catholiques, qui ont été égorgés. Qui ont été égorgés par le FLN ou par le Viet Minh et tout ça, et qui n'étaient pas obligés d'aller soigner. Moi, ma propre famille, que ce soit mon père ou ma mère, ont été éduqués, soit par des sœurs catholiques à Taza au Maroc, ou par des aviateurs français, qui n'étaient pas du tout obligés de faire ça. Ils faisaient ça par bénévolat, on va dire. Donc, une contre-histoire, c'est aussi ça. Ne soyons pas... Parce que nous sommes dans une génération du confort. Nous aimons le blanc et le noir. La vie n'est pas ça. Il ne faut pas trancher comme ça et dire tout le monde était... Oui, mais enfin, il faut faire la vérité quand même. Tout à fait. Il faut dire les choses. Et dans certains chapitres de votre livre, vous parlez des crimes. Oui. Vous parlez de cette idée tordue où la République s'est fourvoyée. La France, d'abord la France monarchique, puisque c'est elle qui a conquis l'Algérie en 1830, et qui, pendant les siècles précédents, avait pratiqué l'esclavage sur une grande échelle dans l'océan Atlantique, notamment. Mais ce fait, et il est contradictoire avec les idées de la République, avec l'égalité des hommes, puisque définir que dans un tel ou tel territoire, il y ait deux catégories de personnes, les citoyens et ceux qui sont des sous-citoyens, les indigènes, c'est contradictoire avec les idées des droits de l'homme et de la République. Donc, et ça, il faut
il me semble que le travail à faire de la part de nos sociétés, c'est pas pour se battre la coulpe ad vitam aeternam. Il y a plein d'autres pages glorieuses dans l'histoire française dont on peut être légitimement fier. Mais il y a des pages qui sont sombres et la page coloniale me semble devoir être examinée, voire on doit constater la contradiction avec les idées de la République. Attention, nous faisons un zoom sur la colonisation. La colonisation n'était pas censée durer 70 ans ou 100 ans. Parce à part l'Algérie, la colonisation a duré 50 ans à peu près dans les pays. Maroc, 44 ans. Et encore, dedans, il y avait 2 guerres mondiales. Il y a eu une phase... Mais elle espérait durer plus longtemps que ça. Bien sûr, bien sûr. Et la colonisation a complètement changé après 1945. Moi, je ne défends pas la colonisation, je dis que c'est un crime. Mais je dis qu'il y a la phase sombre, horrible de la colonisation, c'est grosso modo, pour aller très vite, 1945. Là, il y avait un apartheid colonial, je le dis dans le livre. On séparait les gens par la France, pardon de vous interrompre, en Indochine par rapport à la proclamation du Vietnam par Ho Chi Minh et en Algérie par rapport aux différentes tentatives de négociation et de recherche d'une solution politique, certains, comme Ferhat Abbas, par exemple, étaient désireux de trouver des solutions politiques. Eh bien, n'a pas vu qu'il y avait ce processus mondial d'émancipation après 1945. Il a commencé avant 1945, mais de 1939 à 1945, l'homme blanc a été tellement dévalorisé par le nazisme, tellement humilié que les indigènes, ils ont dit « c'est notre tour maintenant de nous libérer, ils ne méritent pas de nous gouverner ». Après 1945, je voudrais dire 2 choses. Après 1945, la France a changé complètement de fusil d'épaule, elle a commencé à s'occuper des colonies. Il y a eu des gros investissements d'éducation. Tout ce qu'elle n'a pas fait avant, elle a essayé de le faire après 1945. Manque de bol pour les colonies, la population avait beaucoup augmenté. Parce que malgré l'apartheid, la population a été quand même soignée. Il y a quand même des évolutions. Sinon, la population, elle aurait baissé. Et donc, c'est devenu vite un trou financier, un gouffre financier. Comme l'éducation, d'ailleurs. Vous expliquez aussi que si la France avait voulu éduquer tous les enfants des peuples colonisés, c'était injouable. Il n'y aurait même pas eu assez de profs, de toute façon. Et c'est là que je voudrais vraiment... C'est l'aspect contre-histoire. Malgré l'apartheid, je dis bien, j'assume le mot apartheid. Hein. Mon père ne pouvait pas aller au cinéma à Rabat parce qu'il était musulman. Donc, c'est un apartheid. Il y a eu quand même peut-être des millions d'indigènes qui ont voulu que la colonisation se poursuive. Pas avec l'apartheid, mais ils ont vu dans les FLN, même dans les indépendantistes marocains, même dans le parti d'Istiqlal, une menace. Mais vous dites aussi que la France n'a pas su utiliser justement les amis de la France. Tout à fait, parce qu'on la colonisation, elle s'est bureaucratisée. On a eu des petits fonctionnaires. Parce qu'on a eu Lyautey au début, c'était un demi-dieu, un vice-roi. Et lui, il savait gérer. À un moment donné, on a bureaucratisé. C'est des gens qui ont peur pour leur carrière. Donc, dès qu'ils voient un monsieur intelligent comme Ferhat Abbas, ou même certains Vietnamiens qui voulaient juste, ou même Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny, ce n'était pas du tout un révolutionnaire, qui voulaient juste l'égalité, on les a mis en tôle. Résultat, on a sorti les fous, le FLN, les tueurs. Et ils avaient raison, entre guillemets, parce qu'ils avaient... Je ne les qualifierais pas ainsi. C'est eux qui ont su rassembler la nation algérienne... Par la terreur. Et voir la constituer même, puisqu'elle n'était pas véritablement consciente d'elle-même en 1954. C'est l'émir Abdelkader qui a fait l'Algérie. On n'est pas d'accord. Moi, je trouve que... Juste, dernier point, que vous soulignez le fait qu'au fond, la décolonisation s'est passée beaucoup moins douloureusement qu'on ne le croit aujourd'hui. Parce que, évidemment, on a le souvenir aujourd'hui de l'Indochine, la guerre, et de l'Algérie, une autre guerre. Mais au fond, il y a toutes les autres colonies qui se sont détachées de la France de façon paisible et sans ressentiment. Relativement paisible. Il y a 2 grosses catastrophes qui sont réelles et qui nous obscurcissent. C'est l'Indochine, catastrophe réelle, une guerre civile terrible. Avec ses harkis, nous avons abandonné les Indochinois qui ont travaillé avec la France. Plus tard, en Algérie, catastrophe terrible. Le Cameroun, c'était également très difficile. Mais ailleurs, on est presque dans l'ordre de la formalité. L'Afrique il y a eu des combats en Tunisie, il y en a eu au Maroc. Mais très peu. Entre 53 et 56, une situation très tendue au Maroc. Très tendue, mais c'est la France qui s'est plus retirée, parce que le Glaoui du Maroc... qui a fabriqué une indépendance qui a posé problème dans la manière dont les États ont émergé postérieurement à l'indépendance. Mais la France a laissé à Mohamed V et Hassan II, un Maroc gouvernable. Les grands-parents de Hassan II, ils allaient être exilés. Si Lyautey, enfin c'était pas Lyautey, c'était un autre, n'avait pas sauvé le sultan en 1912, il n'y aurait plus de monarchie au Maroc.
Il n'y aurait plus de monarchie au Maroc. La Tunisie, c'était en faillite. La France s'est opposée à l'indépendance du Maroc jusqu'en 1956. En fait, elle s'est ralliée à cette idée-là au dernier moment pour garder l'Algérie et en accordant à la Tunisie et au Maroc leur indépendance en mars 1956. Oui, mais ce que la France a fait, contrairement aux Turcs, on ne va pas faire ici du turc bashing, mais contrairement à d'autres, aux Anglais, en Inde et au Pakistan, l'indépendance a coûté 1 million de morts parce que les Anglais sont partis comme ça. Ciao, au revoir, goodbye. La France, elle est restée, elle a transmis le flambeau au Maroc. Elle a laissé les coopérants. Elle a dit, OK, je ne fais pas partir les professeurs. Ça, c'est la générosité. Je ne fais pas partir les infirmiers parce que vous n'avez personne. Parce qu'elle a voulu garder une certaine forme de contrôle sur ce pays. Heureusement qu'à l'époque, les dirigeants de la France aimaient encore ce pays, défendaient ses intérêts. Pas comme aujourd'hui. Tant mieux. Tant mieux, mais c'est un cadeau qui a été fait. Même l'Algérie, où les pieds noirs ont été jetés à la mer quasiment. Même en Algérie, il y a eu les pieds rouges. Il y a eu des Français de gauche qui sont partis enseigner en Algérie. Moi, je les applaudis. C'est ça la fraternité entre les peuples. Bien sûr qu'il y a des intérêts. Tant mieux. On nous dit la France-Afrique. Mais il n'y aurait pas eu la France-Afrique. Qu'est-ce qu'il y aurait eu? Il n'y avait rien. La France n'avait pas préparé les médecins, les infirmiers. Il y avait peut-être quelques médecins sur des territoires. C'est là le problème fondamental. Bien sûr, mais je suis d'accord et je le dénonce. Tout à fait. Tout à fait. Et alors aujourd'hui, parce que ça c'est quelque chose qui vous importe beaucoup, je l'ai dit, c'est un livre politique. Hein. Vous n'êtes pas historien, c'est un livre politique, même si vous faites un travail d'historien là-dedans. Aujourd'hui, la repentance d'un côté, le ressentiment de l'autre. Vous voyez ça comme un problème? Bien sûr, c'est un problème à plusieurs titres, parce que moi, je ne crois pas à la culpabilité héréditaire. Donc moi, je ne vois pas en vous un coupable de m'avoir colonisé. Je ne crois pas à la punition collective, donc je ne vois pas ici des coupables collectivement d'un crime qui a eu lieu. Mais le crime a eu lieu. Et puis, je crois aussi à la responsabilité de l'individu. Nous vivons dans le présent. Les gens qui veulent nous faire de la repentance, ils veulent nous enfermer dans le passé. Est-ce que vous ne croyez pas que le concept et le terme de repentance est un mot inventé pour dénigrer un travail de vérité sur la colonisation? Il faut le faire, mais Parce que moi, je ne demande absolument pas la repentance. Et parmi les historiens qui travaillent sur la colonisation et qui établissent les choses par rapport aux crimes qui ont été commis, aux phénomènes discriminatoires, de domination, aux injustices, ils ne revendiquent pas du tout la repentance. C'est un mot repoussoir, inventé par des gens qui ne veulent pas ce travail de vérité, à mon avis. Il y a aujourd'hui des forces politiques en France qui font carrière sur la repentance, en rabaissant le français et en disant aux Français d'origine immigrée, de toute façon, tu ne peux pas être l'ami de Jacques ou Jean-Pierre parce que son grand-père a pris l'Algérie. Moi, je n'en ai pas véritablement rencontré. Je pense que la repentance est tout le spectre de l'extrême gauche va... Monsieur Macron, le président des Français, il se rend en Afrique, il dit... On a fait un crime contre l'humanité. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, que la colonisation était criminelle. Bien sûr. Là, vous êtes dans le paradoxe et Non, je ne suis pas dans le paradoxe. Moi, je dis, elle a été criminelle, mais elle a eu des bienfaits et des acquis. Elle a eu des conséquences diverses. Positives. Non, certaines sont positives. C'est un phénomène humain. Monsieur Macron ne le dit pas. Monsieur Macron, il doit le dire. Monsieur Macron. Le fait que les Français ont aboli l'esclavage. Notamment, ils ont libéré les Juifs d'Algérie. Donc, les Juifs du Maroc, dans quoi ils vivaient? Ils vivaient au ghetto. Heureusement que la France est venue pour les sortir. Les Juifs de Tunisie, les esclaves africains noirs, esclaves des Noirs, qui les a libérés? La France. Ça a donné les goumiers. Pourquoi les gens se sont... Il ne faut pas reprendre tous les clichés de la propagande coloniale. C'est une réalité. Hein. Non, mais la colonisation, moi, ce qu'a dit Macron avant d'être élu, après il a un peu oublié, que c'était un criminel, la colonisation. C'était un crime contre l'humanité. C'est pas la même chose. Un crime contre l'humanité, même. C'est plus grave. L'appellation est fondée. Et le crime pratiqué sur les harkis et les pieds noirs, c'est pas un crime? Pourquoi ne pas le reconnaître? Ce ne sont pas des êtres humains? Alors, on a tué des bébés en Algérie. Les pieds noirs, c'est une population européenne d'Algérie, c'est des êtres humains. Particularité. Et ce qui s'est produit en Algérie avait la particularité de ne pas connaître au sein de la communauté européenne un phénomène comparable à ce qui se passera ensuite en Afrique du Sud, par exemple, avec Édouard de Clercq qui va dire allons-y, faisons
C'est Frédéric Leclerc, pas Édouard. Pardon. Oui, pardon. Frédéric Leclerc. Oui. En l'occurrence, c'est Nelson Mandela. Surtout, vous parlez de la Voilà. réconciliation. Alors que parmi les pieds noirs, il y a eu une espèce d'aveuglement. Bien sûr. Mais est-ce qu'il méritait d'être torturé? Est-ce qu'il méritait d'être enlevé? Je suis obligé de vous interrompre parce que l'émission est terminée. Mais on voit bien que c'est toujours un sujet passionnant. Et c'est ce qui rend votre livre très intéressant. Merci tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Visiteurs du Soir, samedi prochain, 22h. Bonne nuit.